Bonjour et puis merci de m'avoir invité donc, pour ce séminaire. Donc je vais vous parler d'une technique qu'on utilise de plus en plus fréquemment, enfin et quasi exclusivement dans notre laboratoire, qui est la spectrométrie de masse couplée donc à plasma, couplée avec l'ablation laser. Alors c'est un peu complexe. On va voir un peu rapidement ce que peut faire cette technique et on va voir quelques exemples d'applications donc dans différents types de matériaux vitreux, des verres naturels, l'obsidienne, en allant essentiellement sur l'ancien monde, hein, et puis des verres artificiels créés par l'homme sur deux périodes principales, la protohistoire et, si on a le temps, le XVIe, XVIIe siècle, vu que vous allez avoir Ian Freestone prochainement qui vous parlera essentiellement, je pense, des verres antiques. Donc, voilà. Alors, un peu d'histoire, hein, on est en archéologie. Donc la spectrométrie de masse, on pourrait dire que c'est une technique très ancienne qui pourrait remonter pratiquement à Démocrite, vu que ça fait partie des premiers penseurs grecs qui avoir dit qu'il y avait que des atomes et du vide, donc avoir défini un peu ce que c'était que la matière. Il faudra quand même attendre 1897 donc pour qu'on commence à parler de rapport masse-surcharge et qu'on soit capable de définir donc la masse de l'électron. Et ensuite, ça va prendre un certain temps, comme on va voir, avant d'avoir les premiers appareils commerciaux. Donc 1907-1913, le premier spectromètre de masse. Alors spectrométrie de masse, ça veut dire quoi? Vous savez que donc, la nature est composée d'atomes. On peut faire de l'analyse de matériaux en utilisant différentes propriétés de la matière. Et là, on va extraire les atomes. On va en faire des ions, c'est-à-dire qu'on va leur arracher un électron, et on va les séparer en fonction de leur masse, et on va les compter. J'ai tant d'ions de silicium, tant d'ions sodium, et ainsi de suite. Et on va reconstituer la composition à partir de ça. Il y a d'autres méthodes, c'est la microscopie électronique qui utilise les rayons X ou des choses comme ça. Là, on s'intéresse carrément à la masse des atomes, donc on a besoin de l'échantillon physiquement. Et c'est quasiment, je dirais, non visuellement destructif, mais on a quand même besoin de faire un prélèvement. Voilà. Alors, les développements de l'ICP-MS, donc la spectrométrie de masse à plasma et autres, 1980, ce sont les premiers appareils qui apparaissent. Alors, au début, l'ICP-MS, ça travaille en liquide. C'est-à-dire qu'on a une solution, on envoie une solution dans une torche plasma. Alors, une torche plasma, imaginez une sorte de grosse lampe, 8000 degrés, c'est un peu chaud. Donc, à cette température-là, la matière est complètement dissociée, ionisée, et on va être capable de fabriquer des ions qu'on va extraire pour séparer donc les atomes en fonction de leur masse. 1983, c'est les premiers appareils commerciaux, donc c'est une technique qui commence à se répandre dans les laboratoires et dans l'industrie. Et puis, donc, on arrive dans les années 90 avec les spectromètres de masse haute résolution. Et au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, les premiers essais d'ablation laser. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on fabriquait, donc on avait l'échantillon en solution qu'on envoyait dans un spectromètre de masse. On a introduit l'échantillon directement sous forme solide, sous forme de micro-pulvérisation à partir d'un laser. Et là, ça va aller très vite. Bon, les premiers appareils, je vous dis fin des années 80. Nous, on a commencé à travailler dessus dans les années 92. En 94, on avait un des premiers spectromètres de masse ablation laser dévolus à l'archéométrie. On a très vite changé de laser parce qu'on s'est aperçu que les premiers lasers fonctionnaient mal. Et donc, en 96, on est passé sur un nouvel appareil. On va encore changer parce que ça fait une dizaine d'années qu'on sait que le laser qu'on utilise n'est pas ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle et les progrès de l'instrumentation vont très vite. Et au niveau spectrométrie de masse, il y a trois grandes philosophies. Il y a ce que vous pourrez rencontrer plus tard dans les laboratoires. Il y a ce qu'on appelle les instruments quadrupolaires. Quadrupolaire, c'est très simple, on a 4 barreaux, on envoie les ions au milieu et on fait un balayage en masse, ils passent les uns après les autres. On a ce qu'on appelle la haute résolution, vous avez un aimant, un secteur magnétique, et là vous déviez les ions, et vous les faites passer donc en les déviant à travers un champ magnétique. Et puis il y a les temps de vol, c'est-à-dire que vous prenez les ions en fonction du temps qu'ils mettent pour aller d'un point A à un point B. Sachant que plus ils sont lourds, plus ils vont mettre de temps, plus ils sont légers, moins ils vont mettre de temps. Donc 3 philosophies différentes qui aboutissent à la même chose à la fin, c'est de l'analyse élémentaire. Voilà. Alors, les champs d'application de la spectrométrie de masse à plasma, c'est essentiellement l'environnement, la biologie et la géologie, plus de 50% des applications. Et on voit que les applications historiques, c'est à peu près 2%. Ben oui, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les sciences humaines. C'est de l'instrumentation qui coûte cher. Un spectromètre de masse, en moyenne, c'est entre 100 et 300 000 euros. Un système d'ablation laser, ça tourne pareil entre 100 et 200 000 euros.
Donc vous voyez une instrumentation complète, ça peut aller jusqu'à 500 000, entre, je dirais, 250, 300 000, jusqu'à 500 000 euros. Un coût de fonctionnement qui est non négligeable, parce que ça utilise des gaz, ça utilise de l'argon et tout. Voilà, donc c'est une technique qui reste chère, bon, moins chère que d'autres, mais par rapport à un MEB, par rapport à d'autres techniques comme ça, c'est quand même une technique qui est quand même beaucoup plus onéreuse. Avantage de l'ICP-MS par rapport à tout un tas d'autres techniques, bon, ici je vous ai mis donc un certain nombre de techniques, on va prendre en haut le MEB, voilà, donc ici, le MEB, en général, c'est fait pour les éléments majeurs. C'est-à-dire qu'avec un microscope électronique couplé à un système d'analyse, vous analysez les composants principaux jusqu'à 0,1% en masse. 1%, 0,1%. Ensuite, vous avez la fluorescence X, dont vous avez dû entendre parler. C'est une technique qui est pratique, qui peut être transportée sur le terrain. On va un peu en dessous, on va aller jusqu'à la fraction de pourcent, quelques centaines de ppm. L'ICP-MS ablation laser, ça va permettre de doser à la fois les éléments majeurs jusqu'aux ultratraces. Alors les ultratraces, on va s'intéresser aux microgrammes par tonne, c'est-à-dire la ppm. En dessous, on ne sait pas quel sens ça a en archéométrie, au niveau de la fabrication des matériaux. Mais donc, on va pouvoir faire une caractérisation complète de la composition et s'intéresser aussi bien aux procédés de fabrication, à la chaîne opératoire, c'est-à-dire qu'est-ce que le métallurgiste, qu'est-ce que le verrier a mis dans son bain, de son plein gré, c'est-à-dire quels sont les composants principaux qu'il a mélangés, mais aussi on va pouvoir travailler sur la provenance, c'est-à-dire quand il va utiliser des matières premières, il y a toutes les impuretés dont il n'est pas conscient, qui s'incorporent au produit, et ces impuretés, on va être capable de les doser, et ces impuretés vont pouvoir nous renseigner sur l'origine des matières premières employées, et vont nous permettre de retrouver la circulation ensuite des produits. Donc, intérêt de cette technique, très complète au niveau caractérisation. Alors, comment ça fonctionne ? Je dirais quand on fait de l'ablation laser, on a premièrement l'ablation laser en tant que telle, c'est-à-dire qu'on a une cellule dans laquelle on met les objets. Avec un laser, on va faire un petit trou à l'intérieur. Alors, quand je dis un petit trou, c'est un trou qui fait à peu près au maximum le diamètre d'un cheveu, 0,1 mm, c'est-à-dire 100 microns. Donc c'est pas très gros, ça reste invisible à l'œil nu. Et puis comme je dis souvent en plaisantant, c'est que plus on prend de l'âge, plus c'est invisible à l'œil nu. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ce trou, alors vous allez donc prélever de la matière, vous envoyez ça dans un spectromètre de masse. Alors d'abord, vous envoyez ça dans une torche plasma 8000 degrés, la matière est complètement dissociée, on n'a plus que des atomes, on va fabriquer des ions dans ce plasma, on leur arrache les électrons, et ensuite on va trier ces ions en fonction de leur masse dans un spectromètre. Vous avez à la fin un détecteur qui va comptabiliser les ions au fur et à mesure qu'ils arrivent, et donc à la fin de l'opération, vous avez, je dirais, un certain nombre de cases, vous avez tant d'ions silicium, tant d'ions sodium, tant d'ions potassium, et ainsi de suite. Et avec ça, informatiquement, en utilisant des matériaux de référence, on va être capable de reconstituer la composition de l'échantillon, que ce soit un métal, un verre, n'importe quel type de matériau. Par contre, il y a un impératif, c'est qu'il faut des étalons de composition le plus proche possible des échantillons que vous allez analyser. Si vous n'avez pas ces étalons, vous faites du qualitatif, mais pas du quantitatif. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire qui est là, mais pas en quelle quantité. Grâce à un système d'étalons de composition connu, on peut faire à la fois du qualitatif et du quantitatif. Donc voilà la cellule d'ablation, typiquement une cellule qui fonctionnait encore il y a quelques années chez nous. Maintenant, on a modifié un peu les modèles. Sur une perle en verre, vous avez donc la perle en verre ici. Vous voyez donc l'échelle. L'échelle, ça fait à peu près 0,5 mm, donc 500 microns. Et on a 3 petits cratères donc, sur cette perle, et la perle est à côté. Donc pratiquement invisible, système d'analyse quasiment invisible à l'œil nu. Alors, il y a différents modes d'acquisition. À partir du moment où on creuse un échantillon avec un laser, il y a 2 philosophies au niveau de l'analyse. Soit on considère que l'objet que vous analysez est entièrement homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de composition nulle part. À ce moment-là, vous faites un prélèvement et vous l'analysez de façon moyenne, c'est-à-dire que vous intégrez la totalité du signal, et donc vous avez une seule composition pour une analyse, pour un trou. Soit vous allez considérer que votre matériau peut avoir une composition qui évolue entre la surface et l'intérieur. Et à ce moment-là, au fur et à mesure que le laser creuse, vous allez enregistrer le signal et calculer la concentration. C'est-à-dire que c'est une technique qui va vous permettre, on le verra sur certains exemples, de faire des profils de concentration et de regarder l'évolution d'un matériau entre la surface et l'intérieur. C'est-à-dire que si la surface, par exemple, est corrodée, il y a de la corrosion, on va pouvoir analyser la corrosion, traverser cette couche de corrosion, arriver au matériau sain et analyser le matériau sain. Que ce soit dans le cas d'un métal ou dans le cas d'un objet en verre, ou dans le cas d'un autre matériau.
Cette technique, par contre, ne fonctionne pas si vous avez une hétérogénéité, comme je dis, que j'appelle aléatoire, c'est-à-dire vous avez une hétérogénéité qui n'est pas stratifiée, mais qui va être un peu dans tous les sens. Imaginons, par exemple, vous ayez un matériau comme une céramique, où vous avez des grains de dégraissant dans une pâte argileuse. Vous allez être capable de faire une analyse, vous allez avoir un résultat, mais vous ne savez pas à quoi il correspond. C'est-à-dire que vous pouvez être uniquement dans un grain de dégraissant, et vous allez vous trouver que vous êtes dans un grain de quartz, 100% de quartz, vous pouvez être dans un grain de feldspath, vous pouvez être dans la matrice argileuse et vous allez trouver la composition de l'argile. Donc à ce moment-là, vous allez avoir une multitude de données qui correspondront chacune à une analyse de quelque chose, mais faire la moyenne, ça ne sera pas possible. Donc ça ne s'applique, cette technique, qu'à des matériaux, je dirais, homogènes à l'échelle du prélèvement, ou alors hétérogènes en je dirais, stratification verticale, de façon à ce que l'on soit capable de voir une évolution de composition d'une couche à une autre. Alors, le plus simple, c'est de montrer quelques exemples. Alors, exemple d'analyse en masse, un petit verre Millefiori, donc vous avez ici, vous avez un verre, ce qu'on appelle un verre mosaïqué, il y a du verre rouge, du verre jaune, du verre blanc, et bien on va être capable, grâce à cette technique et à sa bonne résolution spatiale, d'aller travailler sur chaque couleur. On considère chaque couleur comme un tout homogène, et on fait un ensemble d'analyses qui vont correspondre, dans ce cas-là, au verre rouge, au verre blanc. Et ici, vous voyez donc sur le verre Millefiori, les petits trous, voilà, juste à la pointe de la flèche, il y a un petit trou dans le verre rouge. Dans le verre blanc, c'est plus dur à voir parce qu'à cette échelle-là, je ne vois pas. Bon, une autre perle ici, donc on peut vraiment faire de l'analyse là où on veut. Une fois qu'on a fait une bonne observation de l'objet à la loupe binoculaire avant l'analyse, on va aller faire l'analyse à l'endroit donc où il faut. Prenons un autre objet un peu plus complexe, une perle en verre, mais une perle à feuilles métalliques, c'est-à-dire que c'était des fabrications qu'on retrouve fréquemment dans l'Antiquité. Vous avez une première couche de verre, autour de cette couche de verre, il y a une feuille de métal, en général de l'or ou de l'argent, et vous avez une deuxième couche de verre qui va emprisonner cette feuille de métal. Et vous avez donc une perle qui a un aspect métallique, or ou argent. Deux cas ici présentés. Le cas du dessus, vous avez deux verres. Le premier verre extérieur, il est ambre en couleur. C'est-à-dire que ce n'est pas un verre incolore, c'est un verre légèrement, oui, on va dire ambré, et un verre interne qui est incolore. Entre les deux, l'analyse révèle, comme vous pouvez voir sur le spectre du haut, la présence d'une feuille d'argent, que l'on voit parce que la perle est cassée. On peut voir ici, donc, très légèrement, des restes de feuilles d'argent au niveau de la cassure sur l'interface. Et par contre, l'aspect global de la perle est doré. Pourquoi? Parce que vous avez un verre jaune, enfin ambré, je dirais, où la lumière va traverser, la lumière va se réfléchir sur la feuille d'argent, va retraverser le verre ambré, et globalement, vous avez une perle dorée. La deuxième perle que vous avez là, et alors ça se voit simplement, si on regarde le spectre, le signal du fer dans cette perle, on voit qu'on a un verre très riche en fer en surface, qui confère donc la couleur ambrée, et juste après la feuille d'argent, le signal du fer s'écroule, et on tombe sur une perle, sur un verre incolore. Donc, volonté délibérée de faire un objet qui a l'apparence de l'or à partir d'une feuille d'argent. Le deuxième objet qu'on a en dessous, on a une feuille d'or, comme on peut voir sur le spectre, et on n'a pas de différence de la concentration en fer entre le verre externe et le verre interne, c'est-à-dire qu'on a deux verres parfaitement transparents, on a une feuille d'or, l'aspect doré. Donc, si vous avez des objets complets, non cassés, eh bien, cette technique va aller vous permettre, par un simple petit trou, d'aller vérifier la composition de la feuille métallique qui se trouve entre les deux bouts de verre, et de voir éventuellement la différence de composition entre le verre de surface et le verre interne. Autre exemple de métallisation, alors là, on n'est plus dans l'Antiquité, on est au XVIe, XVIIe siècle, on est avec un verrier orléanais qui s'appelle Bernard Perrault, et qui a fabriqué des flacons métallisés, c'est-à-dire qu'il fabriquait des flacons, pareil, avec une couche métallique à l'intérieur. Alors là, ce n'est pas entre deux couches de verre, hein, c'est du flaconnage à parfum. Le métal est directement à l'intérieur du verre, il n'y a pas une protection du métal. Avec quoi il faisait sa métallisation? Le problème pour nous, c'est que les flacons, ils sont intacts. Pas question d'aller casser un flacon ou d'aller racler dessus, c'est des objets de musée. Si je fais ça, comme je dis, je ferai ça une fois, mais pas deux. Donc, même technique, on va aller avec le laser, creuser le verre, jusqu'à atteindre la couche de métal et regarder qu'est-ce qui arrive au niveau
donc de la couche de métallique. Et là, on voit qu'après un creusement qui dure assez longtemps, parce que le verre fait plus d'1 millimètre d'épaisseur, le flacon, on voit apparaître un mélange de plomb, de bismuth et d'étain. Alors, première réaction que moi j'avais eue à l'époque, c'est que le bismuth à l'époque n'est pas connu. Donc, c'était forcément quelque chose pour moi qui était plus récent. Mais quand on regarde les traités anciens, on s'aperçoit que les gens parlent de bismuth, mais pour eux, c'est une variété de plomb ou d'étain. Ils avaient dû remarquer qu'il y avait des gisements de plomb qui donnaient un métal qui n'était pas tout à fait du plomb, sans l'avoir identifié formellement comme du bismuth, il faudra attendre le 19e siècle, mais le bismuth est quand même utilisé au 16e, 17e, de façon, je dirais, à l'insu de leur plein gré, si vous voulez. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ils voient que ça a des propriétés différentes du plomb. L'avantage, c'est qu'un alliage comme ça fond à 200 degrés. Donc, on peut le faire pratiquement à froid dans le verre. On fond ça dans une casserole, on met ça dans le verre, on tourne le flacon et on a donc une métallisation. Là encore, on avait deux types de métallisation chez Perrault. Des verres qui sont plutôt argentés, des verres qui sont plutôt dorés. C'est simplement la couleur du verre qui va jouer sur la couleur de la métallisation. Si le verre est ambré, le flacon a un aspect doré. Si le verre est parfaitement incolore, on a un aspect argenté. Résolution spatiale de l'analyse. Alors ici, on est sur du papier hollandais. Alors les Hollandais, pareil, c'est 16e, 17e. Pour faire du papier plus blanc, ils avaient fait un peu comme dans la lessive d'aujourd'hui, ils avaient ajouté des azurants optiques. L'azurant optique à l'époque, c'était le smalt. C'était un verre bleu. Et en ajoutant des microparticules de verre bleu dans le papier, en fait, le papier paraissait plus blanc. Alors ça ne se sent pas au crayon parce que c'est des particules qui font à peu près une centaine de microns. Donc on est vraiment sur des très petites particules. Et, alors plus aujourd'hui parce que le papier est jauni quand même, mais à l'époque ça devait conférer un aspect, une sorte de blanchiment optique du papier. Et là, vous voyez donc une des particules sur l'image en bas à droite, à gauche pour vous. Donc vous voyez une particule avec une petite particule de smalt avec deux trous faits au laser. Et on va donc être capable, grâce au laser, d'aller travailler jusqu'à 20 microns en taille et de sortir la composition de l'élément. Donc là, on ne va pas faire un gros trou, parce qu'un gros trou, on aurait détruit entièrement la particule. Ça nous est arrivé plusieurs fois, travailler avec le laser sur le smalt. Le smalt n'était pas assez lié au papier et d'un seul coup, vous n'avez plus rien sous le laser parce que donc, la particule a volé en éclats. Mais donc, pour vous donner un peu l'idée de la résolution spatiale, on peut descendre donc, de 20 à 100 microns au niveau de l'analyse. Voilà. Alors, d'autres techniques sont utilisées pour le verre, en particulier la microscopie électronique à balayage environnemental, qui a l'avantage d'offrir à la fois de l'imagerie et de l'analyse, par contre que les éléments majeurs. Donc c'est vrai que quand on a un verre opacifié, par exemple, avec des cristaux à l'intérieur, faire de l'imagerie, ça devient très intéressant parce qu'on peut identifier les phases cristallines employées par le verrier pour faire son opacification. Ici, on peut voir par exemple présence d'antimoniate de calcium pour faire un peu de blanc, de petits cristaux de cuprite sur, que je ne me trompe pas, oui, sur votre gauche, donc dans un verre rouge, ou d'autres cristaux dans un verre rouge et blanc, donc une sel de mosaïque romaine. L'avantage donc, de la microscopie, c'est que vous avez à la fois l'image, le cristal et la composition du cristal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la spectrométrie de masse à plasma? Alors, on n'aura pas l'image, on n'aura pas des choses comme ça, mais prenons par exemple ce verre jaune opacifié avec des cristaux présents à l'intérieur. Comme j'ai dit, on va rencontrer au fur et à mesure qu'on creuse avec le laser ces cristaux, et on voit par exemple sur le spectre une chute du signal de la silice, et au moment où la silice chute, on voit le plomb et l'étain qui augmentent. On est en fait simplement rentré dans un cristal de stannate de plomb, qui est l'opacifiant jaune utilisé par les verriers dans ce cas-là. Donc, même si on n'est pas capable d'avoir à la fois, je dirais, l'image et l'analyse en même temps, si on couple de la photographie faite au microscope ou à la binoculaire avec les résultats analytiques, on peut identifier quand même les phases cristallines employées par le verrier. Autre cas, autre exemple, prenons cette petite perle ici. Donc, alors comme je disais, j'en parlais à midi, production normalement typique de l'océan Indien, mais qui a été retrouvée dans un cimetière mérovingien en Dordogne. Première analyse que l'on fait, on tape avec le laser et, manque de bol, on tombe sur une bille de cuivre. Cette bille de cuivre, on est capable de voir, elle est sur la photo là à droite, on voit la petite chose dorée à l'intérieur du tube.
Le spectre obtenu, c'est celui que vous avez donc sur votre gauche, et on voit très bien le signal du verre avec la silice, la soude, l'alumine et tout un tas d'éléments qui chutent à un moment de l'analyse, et on voit monter le cuivre, l'argent et l'or. Donc la bille de cuivre contient du cuivre, on arrive à faire une composition à 99,1% de cuivre, 0,6% d'argent, 0,014% d'or, et on voit qu'il y a d'autres impuretés comme l'arsenic, l'antimoine et le bismuth, qui elles ont tendance à se concentrer à la surface de la bille, parce qu'on voit très bien l'arsenic en vert, l'antimoine et le bismuth, donc au niveau des éléments, qui sont une courbe qui monte, et qui, quand on arrive dans la bille, va rechuter très légèrement. Simplement, ces éléments se concentrent en surface. Donc on est capable, grâce à cette technique, si on fait une analyse détaillée du signal, de voir donc apparaître la bille métallique et de voir ce qui se passe à l'interface entre la bille et le verre. Donc vous voyez, une technique assez performante quand même au niveau de la caractérisation. Alors, je ne vais pas vous parler tout de suite du verre, on va vous parler d'un autre domaine qui sont les applications de cette technique aux études de provenance de l'obsidienne. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que c'est qu'une obsidienne. Donc l'obsidienne, c'est une roche volcanique donc, qui se forme uniquement dans les zones volcaniques, contrairement à d'autres roches utilisées pour l'outillage préhistorique, comme le silex, où ça se forme au niveau de grands bassins sédimentaires. L'avantage de l'obsidienne, c'est que l'obsidienne va se former au niveau d'un appareil volcanique par refroidissement très rapide d'une lave. Alors une lave qui a une composition, on va dire entre parenthèses, plutôt rhyolitique, donc une lave plutôt acide. Donc il y a différents types de roches volcaniques. Il y a les roches entièrement vitreuses, avec refroidissement rapide comme l'obsidienne, les roches vitreuses qui contiennent pas mal de bulles d'air, de vésicules, donc on peut dire comme la ponce, comme les scories. Et après, donc, si le refroidissement du magma est plus lent, donc, qui prend plus de temps, vous allez avoir des phases cristallines qui vont apparaître et on va avoir des structures donc, plutôt vitreuses avec quelques cristaux comme le basalte ou des structures porphyriques, phanéritiques ou carrément cristallines. Donc si vous avez un refroidissement du magma proche de la surface, ça va être donc les roches volcaniques magmatiques. Si vous avez un refroidissement du magma plutôt pour les roches plutoniques à l'intérieur de la Terre, vous allez plutôt avoir les granites, les pegmatites. Donc nous, ces roches-là nous intéressent moins. On va surtout s'intéresser à l'obsidienne, qui est donc une roche volcanique qui a subi un refroidissement très rapide, qui est une roche, donc c'est un verre naturel, qui a l'avantage de se tailler souvent très bien et de faire d'excellents outils avec une très bonne découpe. Cette roche a été très tôt remarquée par l'homme, qui en a fait donc de l'outillage. Et alors, cette roche présente deux avantages. Donc techniquement, elle permet de faire des très bons outils de découpe et d'avoir une très grande précision, avec une découpe, je dirais, qui est beaucoup plus fine que le silex. Donc, pratiquement, c'est une lame de rasoir. Elle a des gisements très localisés. Alors, elle a deux types de gisements. Il y a la coulée volcanique en elle-même, et puis, il y a les quelques blocs qui ont été transportés par les fleuves et l'érosion et qui vont se trouver dans des dépôts secondaires. Mais d'une façon générale, les gisements sont très bien circonscrits et localisés, contrairement à certains gisements de silex. Et vu que c'est une roche qui a d'énormes qualités, elle va être utilisée et elle va être échangée et voyager très loin. Donc ça va être un outil intéressant pour étudier la circulation et les échanges entre populations à des périodes où on n'a rien d'autre, où la céramique n'existe pas forcément encore. Et donc c'est vraiment un matériau de choix pour les études d'échanges et de relations entre civilisations. Donc, exemple de mise en place d'une coulée d'obsidienne, on a donc, là c'est le cas du Goludag, on a premièrement une activité phréatomagmatique, c'est-à-dire qu'on doit avoir de l'eau, on a un réservoir magmatique qui arrive, ça explose, donc ça fait un cône avec, donc, relativement large. Ensuite, une fois qu'il n'y a plus d'eau, le magma va remonter, va partir sous forme de lave, et dans le cas du Goludag, on va avoir un dike, avec des injections donc, annulaires d'obsidienne autour de cette caldeira. Et puis, vous avez continuation donc, des phases éruptives, avec émission d'un dôme de rhyolite, c'est-à-dire qu'une lave beaucoup plus visqueuse qui va sortir et qui va cristalliser. Donc là, on n'a pas un verre, on a vraiment une lave. Et puis, vous avez l'érosion qui va arriver, vous avez d'autres activités éruptives qui font que les coulées d'obsidienne vont être d'abord recouvertes, puis ensuite vont être mises à jour par l'érosion.
ces coulées mises à jour vont être ensuite exploitées par l'homme pour faire de la taille, pour faire des choses comme ça, ou alors il va exploiter les dépôts secondaires, donc avec l'obsidienne transportée par les rivières. Donc l'obsidienne, verre volcanique naturel, qui se présente donc, alors, multitude d'aspects. Vous pouvez avoir du verre quasiment transparent comme un verre à vitre classique. Hein. La photo de fond qui est derrière qui est une obsidienne parfaitement transparente. Vous pouvez avoir des teintes verdâtres, marron, complètement opaques, rouge, tacheté. On va voir un petit peu les différents aspects qu'elle a. Un exemple par contre de gisement, là on est en Arménie. Vous avez donc le massif de l'Aragat au fond. On regarde du côté Turquie, on est sur le Yaglikadagh, donc là on est en Turquie, on a donc la plaine arménienne avec le complexe d'Arténie. Donc le complexe d'Arténie, que vous voyez ici, donc différentes montagnes différentes qui correspondent à différents épisodes volcaniques. Et vous avez par exemple l'Aragat Flow, qui est une grande coulée de lave dans laquelle il y a de l'obsidienne, Porc Arténie, qui est une autre coulée où on a de l'obsidienne, et on va travailler sur le Satanidar, où vous avez donc, alors c'est pareil, là je ne sais pas si ça va se voir avec la flèche, ici, donc vous voyez sur ce flanc, on va y aller un peu plus en détail. Voilà, vous avez donc des blocs d'obsidienne. Et en même temps que les blocs d'obsidienne, il n'y a pas que ça, il y a de l'outillage, c'est-à-dire qu'il y a des nucléus, il y a des objets fabriqués. C'est-à-dire que les gens venaient là, et bien ils faisaient parfois les outils directement sur site, où ils emmenaient l'obsidienne avec eux, où ils faisaient parfois une pré-taille devant, et ils équarrissaient un peu les blocs, de façon à avoir des blocs plus facilement transportables et plus facilement travaillables. Alors, l'obsidienne d'Arténie, ben voilà quelques aspects. Elle peut être grise opaque, elle peut être rouge, elle peut être noire, elle peut être complètement transparente, comme on voit dans les petites lames qui sont dessous, complètement noire. Donc, et ça au sein d'une même coulée. C'est-à-dire que l'aspect de l'obsidienne n'est pas un critère suffisant pour reconnaître une provenance. L'Arménie est un cas vraiment d'école de ce côté-là. Vous avez sur pratiquement chaque volcan arménien toutes les variétés qui peuvent exister, et on retrouve des variétés totalement identiques entre deux volcans différents. Par contre, la composition de l'obsidienne, elle, est complètement différente d'une coulée à l'autre. Alors, c'est un verre principalement donc siliceux. On va dire que la composition en élément majeur d'une obsidienne varie très peu d'une coulée à l'autre. Il y a quelques petites variations, mais elles sont mineures. Par contre, les compositions en éléments traces varient énormément, comme on va voir. Et au niveau de l'obsidienne, les problématiques archéométriques, archéologiques qui se posent, c'est les problèmes de provenance et de technique de taille, contrairement au verre, où on va s'intéresser à des recettes et techniques de fabrication, des origines de matières premières, du commerce et de la diffusion. Alors, donc, quels sont les critères distinctifs entre différentes obsidiennes? Alors, comme je viens de vous dire, il peut varier énormément au sein d'une même coulée. Par contre, on peut avoir, même si c'est un verre, on peut avoir présence de petites phases minérales, parce que suivant les conditions de refroidissement, on peut avoir certains cristaux qui se développent, et quand vous avez une obsidienne avec des zonés, souvent les zones plus sombres sont des zones où il y a des cristaux d'oxyde de fer qui se sont développés. L'âge d'une obsidienne, est-ce qu'on peut dater une obsidienne? Oui, on peut définir deux âges sur une obsidienne. L'âge de la coulée, c'est un âge géologique, donc qui va se faire par des techniques qu'on va appeler des potassium-argon, des traces de fission et autres. Et puis, il y a un autre âge, celui de l'enfouissement. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement au point. Il y a des gens qui regardent la corrosion de l'obsidienne, ce qu'on appelle l'hydratation de l'obsidienne. Le problème, c'est que ça peut varier au sein d'un site et ça peut varier d'un site à l'autre. Donc, ce n'est pas des techniques parfaites. Et puis, il y a tous les systèmes de caractérisation du verre avec les méthodes de physique comme le Raman sur la polymérisation du verre. Voilà, typiquement un spectre Raman fait sur une obsidienne. Ça va nous renseigner sur le degré de polymérisation du verre, donc sur les conditions de refroidissement, sur les conditions de formation de ce matériau. C'est très intéressant comme renseignement d'un point de vue, je dirais, géologique. Malheureusement, sur la provenance, c'est assez limité parce qu'on peut avoir des obsidiennes qui ont les mêmes conditions de refroidissement sur des volcans différents. Et donc, si ça permet sur des cas simples comme la Méditerranée occidentale de voir un peu ce qui se passe, sur des régions plus compliquées comme la Turquie et l'Arménie, c'est moins prometteur. Par contre, c'est une technique qui permet très bien d'identifier les différents cristaux présents à l'intérieur de l'obsidienne. Là, de façon non destructive, le laser va pénétrer dans le matériau, il va être absorbé, il va réémettre de la lumière, et on va être capable donc de définir les différentes phases cristallines présentes dans l'obsidienne.
Voilà. Sinon, les techniques les plus prometteuses, enfin les techniques les plus employées pour les provenances d'obsidienne, et ça depuis les années 60, depuis les travaux de Warren et d'un certain nombre de ses collègues, sont à la fois les éléments traces et certains éléments mineurs. Donc les éléments majeurs, comme on dit, comme je vous dis tout à l'heure, des variations de composition faibles. Pratiquement une obsidienne, vous pouvez donner la composition en silice, alumine, soude et potasse, sans trop vous tromper. Par contre, les éléments mineurs et certains éléments traces, on peut avoir des facteurs 1000 entre différents gisements. C'est-à-dire que si je prends un élément comme le barium, sur certaines coulées d'Arménie, on a des quantités de barium qui sont de l'ordre du gramme par tonne, c'est-à-dire qu'on exprime, nous, en ppm, partie par million, donc de l'ordre de la ppm, une ppm, et on a d'autres coulées, à quelques kilomètres de là, qui peuvent avoir des tenants jusqu'à 1000 ppm. Et l'avantage des coulées d'obsidienne, c'est que c'est une lave, c'est une éruption qui va se faire en un temps relativement court, un refroidissement assez rapide, et pratiquement, il y a très peu de variations de composition d'un endroit à l'autre d'une même coulée. C'est-à-dire que quand vous avez une coulée qui va se mettre en place, on peut considérer que c'est une composition identique, quel que soit l'endroit où vous allez prendre l'obsidienne. C'est-à-dire que à partir du moment... Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la composition de l'obsidienne est tributaire du réservoir magmatique. Le réservoir magmatique, au fur et à mesure qu'il monte et qu'il refroidit, il va évoluer en composition. C'est-à-dire que deux coulées d'obsidienne successives peuvent avoir une composition différente sur un même volcan. Et il y a très peu de chances, quasiment, je dirais c'est quasiment impossible, d'avoir deux coulées de volcans différents qui aient exactement la même composition. C'est-à-dire qu'on va avoir un matériau dont on va pouvoir avoir une traçabilité extrêmement fine, tant au niveau de la provenance que sur un même volcan au niveau des différentes coulées émises. Donc la composition va nous apporter énormément d'informations de ce côté-là. Ce que nous amène pas la composition, par contre, c'est ici on caractérise le gisement primaire, c'est-à-dire on caractérise la coulée. Imaginez, et c'est le cas en particulier d'un certain nombre d'endroits en Turquie, vous avez des fleuves qui ont transporté l'obsidienne, vous pouvez avoir des glaciers avec des moraines glaciaires, donc vous allez avoir des terrasses alluviales avec des obsidiennes. Ben, l'obsidienne sur la terrasse, qui peut parfois être à 100 km du volcan, aura la même composition que sur le volcan. Donc après, il faut savoir où sont approvisionnés les gens. Voilà. Donc ça, c'est le problème de gisement primaire et gisement secondaire. Alors, sur l'obsidienne, c'est aussi un matériau de choix parce que pratiquement toutes les méthodes fonctionnent. Quelle que soit la technique que vous allez employer, que ce soit la fluorescence X, la spectrométrie de masse à plasma, le PIX, le PIGM, donc des méthodes de rayons X sous accélérateur, bah, ça marche. L'activation neutronique, ça marche aussi. Ou les méthodes en solution, c'est-à-dire si vous prenez un bout d'obsidienne, vous le dissolvez dans des acides, vous le faites de l'analyse en voie liquide, tout fonctionne. On est capable de pratiquement, on arrive à des résultats très, très similaires d'une méthode à l'autre, et on est capable donc de retomber sur ses pattes et de retrouver l'origine du volcan. Donc les méthodes d'analyse structurale, bah, elles, comme j'ai dit, sont un peu moins performantes parce qu'on arrive à des problèmes de structure identique pour des obsidiennes différentes. Et les méthodes de datation, alors les traces de fission donnent l'âge géologique, sauf si l'obsidienne a été chauffée, c'est-à-dire si vous montez l'obsidienne à une certaine température, vous détruisez les traces de fission à l'intérieur qui vont se redévelopper à partir du moment où l'obsidienne refroidit. Donc on peut avoir soit l'âge géologique, soit l'âge archéologique. Les méthodes de potassium-argon, beaucoup plus fiables, qui donnent un âge géologique, et les méthodes d'hydratation, qui sont censées donner un âge archéologique, mais ça reste encore à développer. Voilà. Donc au laboratoire, chez nous à Orléans, on utilise deux techniques. La fluorescence X, qui est une méthode qu'on utilise en méthode relative, et l'ICP-MS, ablation laser, qu'on utilise en méthode absolue. C'est-à-dire que dans un cas, on va quantifier, je dirais, les obsidiennes par rapport à des gisements connus. Ça marche très bien quand on est sur une zone relativement restreinte, on va dire la Méditerranée occidentale, 5 sources principales, des sources qui sont très différentes en composition. La fluorescence X, ça marche bien, ça ne coûte pas cher. Par contre, dès qu'on est sur des systèmes beaucoup plus complexes, où vous avez une multitude de sources, parfois sur un même volcan, une multitude de coulées, ben, il faut utiliser des méthodes un peu plus performantes, avec plus d'éléments, de façon à avoir une bonne distinction des compositions. Voilà. Donc maintenant, quelques exemples d'applications
de ces techniques à des problèmes archéométriques. Donc si on regarde les sources d'obsidienne de l'Ancien Monde, on a la Méditerranée occidentale, l'Europe centrale, les Carpates, la mer Égée, l'Anatolie et la Transcaucasie. Et puis après, on va passer un peu plus au sud, ce n'est pas sur cette carte, c'est tout ce qui est Yémen, Arabie, enfin Yémen, Éthiopie. Donc en Méditerranée occidentale, c'est un problème relativement simple. On a 4 grandes zones où l'obsidienne affleure, la Sardaigne, les îles Pontines, donc au large de l'Italie, ce qu'on appelle Palmarola, Lipari, au large de la Sicile, et Pantelleria. De ces 4 grandes zones de source, je dirais, on peut pratiquement éliminer Pantelleria. Alors Pantelleria joue un très grand rôle pour tout ce qui est obsidienne en Afrique du Nord. Chez nous, on la retrouve très peu. C'est la source la plus loin. Par contre, on va retrouver les sources de Lipari, de Palmarola et de Sardaigne. Alors, Palmarola et Lipari, c'est simple. On n'a pratiquement qu'un type d'obsidienne sur ces gisements-là. La Sardaigne, c'est un massif un peu plus complexe. On a différents types de coulées, mais qui se distinguent très bien donc, des autres obsidiennes, donc, que ce soit Palmarola ou Lipari. Donc, et voilà en gros, vous avez ici tous les petits points noirs représentent les sites archéologiques où on a retrouvé de l'obsidienne au néolithique. C'est-à-dire que, faut simplement remarquer que l'obsidienne se trouve sur des îles et très tôt on retrouve l'île sur l'ensemble des sites du continent, donc essentiellement donc zone littorale, en France, en Italie, bon je ne parle pas de la Corse et la Sicile. Mais on en trouve aussi en Espagne, donc on trouve jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres des sources d'obsidienne, l'obsidienne dès le néolithique. Voilà un peu un exemple de différenciation analytique. Fluorescence X donc, sur votre gauche, spectrométrie de masse sur votre droite. On voit qu'on obtient à peu près les mêmes graphiques et que les différentes sources SAR de Lipari, de Pantelleria, de Palmarola sont parfaitement distinguées. Donc, on prend je dirais que là, l'analyse, c'est relativement simple. Hein. C'est vraiment, je dirais, de l'analyse et du tri. On prend un outil, on fait une analyse qui dure quoi en spectrométrie de masse, c'est 2 minutes. En fluorescence X, c'est une vingtaine de minutes. Et on sait de quel volcan elle vient. Donc on est capable de trier très rapidement. Alors les collègues qui sont doués, comme Didier Binder, qui est un collègue préhistorien qui travaille dans le sud de la France, lui fait ça à l'œil, avec un taux d'erreur de moins de 5%. C'est-à-dire pratiquement, il regarde les obsidiennes, et vu qu'on a très peu de coulées, et là par contre, contrairement à ce qui se passe en Anatolie, les obsidiennes de Méditerranée sont relativement différentes les unes des autres, qu'on soit en Sardaigne, à Lipari ou à Palmarola, et on peut faire un tri déjà à l'œil. Et puis il y a quelques échantillons sur lesquels on peut douter, où la méthode d'analyse va apporter une expertise complémentaire. Mais ça, c'est un cas vraiment spécifique. Je vous déconseille de vouloir faire ça en Arménie ou en Turquie, parce que là, on raconte tout et n'importe quoi. En Europe centrale, alors là encore, c'est un cas qui fonctionne très bien avec une séparation, je dirais, visuelle. On a 3 grands systèmes de sources en Slovaquie et en Slovénie. En Slovaquie et en Hongrie, pardon. Et là encore, on va avoir sur une source une obsidienne plutôt transparente, avec légèrement zonée de noir, et une autre qui est complètement opaque, qui est grisée. Par contre, qui est très proche de l'obsidienne de Mélos. C'est-à-dire que tant qu'on est en Europe centrale, il y a peu de chances de se tromper, mais dès qu'on va arriver en Bulgarie, au nord de la Grèce et autres, on peut avoir concurrence des sources de la mer Égée avec des sources d'Europe centrale. Et là, à l'œil nu, ça devient très dur de distinguer l'une de l'autre. Donc, passons à la mer Égée. Donc, les sources de l'île de Mélos, qui sont les plus connues, les plus utilisées, les sources de l'île de Giali et Antiparos, qui est bizarrement très peu employé, qu'on retrouve très très peu au niveau des outils. Alors, probablement lié à des problèmes, je dirais, d'abord. Mélos est une île extrêmement accueillante, avec une grande baie, l'obsidienne est facile d'accès. Antiparos, l'accès à l'île est beaucoup plus difficile, donc ça peut expliquer pourquoi l'obsidienne de Mélos était beaucoup plus exploitée que l'obsidienne d'Antiparos. Et celle de Giali se présente sous forme de beaucoup plus petits blocs et, je dirais, de moins bonne qualité de taille. Donc, celle qu'on retrouve le plus fréquemment, ça reste l'obsidienne de Mélos. À Mélos, on a 2 grandes sources d'obsidienne, et là, je dirais, les 2 grandes sources sont exploitées de façon à peu près identique. Donc voilà un peu si on mélange les obsidiennes de Hongrie et des Carpates et de la mer Égée, ce que ça donne sur différents diagrammes. Et on voit donc qu'on distingue très bien l'obsidienne des Carpates de l'obsidienne de Mélos.
et qu'on distingue très bien les différentes sources d'obsidienne Carpates les unes des autres. Donc là, on était sur des systèmes simples, on avait 4 sources, 2 sources, 3 sources. Et là, on va passer maintenant sur la Turquie, avec soit Turquie du Cappadoce, soit zone du Taurus, Anatolie, Petit Caucase. Et là, c'est plus 1 ou 2 sources ou 5 sources qu'on a, mais c'est des dizaines de sources. Parfois 5 ou 6 coulées sur un même volcan, donc comme les Goludag, avec donc des problèmes de différenciation beaucoup plus critiques, parce que l'ensemble de ces sources ont été utilisées. Et là, donc, on a vraiment besoin de méthodes d'analyse un peu plus poussées. Donc, si on prend simplement le cas de l'Arménie, tout à l'heure, je vous ai montré le volcan d'Arténie avec les coulées du Satanidar. Donc, on voit, pour chaque type de volcan ici, vous avez tous les points rouges représentent les différentes coulées d'obsidienne reconnues sur les différentes cartes. Voilà ce que ça donne sur un diagramme. Donc on voit qu'on a des compositions assez complexes et on va utiliser des éléments barium-zirconium. Alors c'était les premiers éléments utilisés par Kahn-Ehrenfroh en 1964. Ils avaient donc trouvé, je dirais, la solution du premier coup. C'est vrai que ça marche très bien. Et puis on va utiliser d'autres éléments comme yttrium, zirconium, niobium, césium, rubidium. Alors je dirais qu'avec 4 ou 5 éléments, on arrive pratiquement à solutionner 90% des sources d'obsidienne. Et puis il y en a, il va falloir utiliser d'autres éléments traces, comme les terres rares et autres, pour solutionner des petits problèmes, parce que certaines coulées ont quand même des compositions, même si elles sont différentes, relativement proches pour un certain nombre d'éléments. Un cas particulier, par exemple, le Goludag. Donc là, vous avez l'échelle de la carte, en bas, c'est 2 km, et vous voyez, donc sur un rayon, on va dire 20 km sur 20, pour faire simple, on a un certain nombre de coulées. Certaines coulées qui sont reliées entre elles, parce qu'on a des systèmes de caldeira. Alors, sur ce volcan-là, on a fait carrément à la fois une étude, je dirais, géologique, essayer de comprendre la mise en place des coulées, et une étude systématique. C'était pratiquement 3 ans d'études sur ce volcan, avec des centaines d'analyses, pour essayer de relier tous les différents affleurements entre eux, et comprendre vraiment la mise en place des coulées d'obsidienne sur ce système volcanique. Sachant qu'il y a certaines zones, en particulier si vous voyez en haut de la carte, vous avez les zones de Birklik-Keller et Ekinlik, où vous avez des très gros ateliers de taille. Et on a aussi la région de Kale-Tepe, comme Urchu, où vous avez là encore des gros ateliers. Alors pourquoi on va passer autant de temps sur un seul volcan? Parce que pendant une très grande période du néolithique, on va dire du 9e millénaire au 5e millénaire, l'obsidienne du Goludag, on la retrouve pratiquement partout au Proche-Orient. On la retrouve dès le 9e millénaire à Chypre, donc qui implique de la navigation. Et on a, je dirais, probablement une des premières industrialisations au niveau de la production, car sur des ateliers comme Birklik-Keller ou Kale-Tepe, vous avez une standardisation de la fabrication de lamelles, c'est-à-dire que ce n'est pas de la taille n'importe comment, c'est une standardisation de la technique de débitage, et vous avez pratiquement toujours des lamelles de la même taille qui sont produites, et ces lamelles, vous les retrouvez dans tout le Proche-Orient, que ce soit en Mésopotamie, à Chypre, voire même dernièrement, on en a trouvé en Ukraine. Donc elles passent de la mer Noire au nord, elles vont donc tout le long de la Mésopotamie, elles vont en Méditerranée, on les retrouve sur certaines îles grecques. Donc vous voyez, une diffusion énorme. Donc c'était important pour nous de comprendre vraiment l'ensemble des gisements d'obsidienne de ce volcan-là et d'être capable donc de comprendre les différentes compositions qu'on pouvait trouver par rapport à ce qu'on trouvait sur les sites archéologiques. Alors bizarrement, on retrouve sur les sites archéologiques essentiellement 2 types d'obsidienne, celle de Birklik-Keller et celle de Kale-Tepe. Les autres, probablement pour des questions de taille ou d'accessibilité à l'époque, sont très peu utilisées. Alors à grande distance, localement, par contre, on les retrouve. Mais à grande distance, 2 types d'obsidienne principalement ont diffusé. Donc voilà les différentes coulées d'obsidienne avec les gîtes reliés. Donc vous voyez par exemple Birklik-Keller et Ekinlik qui se retrouvent qui est en bleu. Donc on a les 2 traits bleus qui sont les gisements principaux et le petit rond bleu qui correspond aussi à un affleurement de même composition, probablement une coulée lors d'une caldeira qui s'est mise en place. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des calderas, donc ce sont des cercles, et donc il faut imaginer une coulée qui représente une sorte de disque. On les retrouve affleurements à certains endroits, mais pas forcément partout. Certains affleurements ont disparu ou sont recouverts par d'autres coulées.
Voilà. Et donc voilà ce que ça donne d'un point de vue analytique, où on est capable donc de différencier l'ensemble des coulées du Goludag. L'intérêt après réside pas seulement dans cette différenciation sur place, c'est si on se trouve à Chypre, à Chilorocambos, donc un site qui est du 9e, enfin entre le 10e et 8e millénaire, et ben on voit qu'on a l'outillage se divise en deux types principaux, 45% donc qui viennent de Birtli-Keller et Kimlik, 55% de KLTP. Ce sont toutes des petites lamelles parfaitement standardisées. Et là, c'est très difficile de les reconnaître à l'œil nu. Il y a des petites différences, mais dans certains endroits de Birtli-Keller, on a des obsidiennes parfaitement identiques à celles de KLTP. Donc là, le critère visuel ne marche pas. Le critère analytique, lui, marche très bien. Voilà. Alors, on va, après avoir fait ces quelques généralités sur l'obsidienne et des cas de gisement, on va étudier un petit peu des stratégies d'approvisionnement. On va passer en Méditerranée occidentale, et puis on ira voir aussi ce qui se passe un peu au Proche-Orient, en Afrique de l'Est. Alors, les circuits de distribution de l'obsidienne en Méditerranée durant le néolithique. Là, on a un cas, je dirais, là encore, c'est un cas, je dirais, qui est assez sympathique, un peu un cas d'école. Voilà donc l'ensemble des gisements étudiés pour le sud de la France. Vous voyez qu'on a pas mal de gisements. Alors, dernièrement, entièrement remis, je dirais, un modèle, pas entièrement remis en cause, mais un modèle qui a été revu un petit peu. En gros, vous avez quoi? Vous avez 400-500 outils sur l'ensemble de ces gisements-là. Dernièrement, il y a eu le gisement de Tretz, du côté, donc, dans les Alpes, dans le Var. 4000 obsidiennes d'un coup, sur un seul et même gisement, des nucléus, des lamelles, des choses comme ça. On est certainement tombé sur un centre de redistribution d'obsidienne. Donc l'obsidienne devait arriver, c'est probablement à Tretz, et à partir de Tretz, être rediffusée localement, vu le nombre d'obsidiennes qu'on trouve à cet endroit-là. Là, on est au Chasséen. Donc, sinon, on va s'intéresser donc à un certain nombre de... Les sites vont être divisés en un certain nombre de phases chronologiques. On va avoir la première moitié du 6e millénaire, donc néo-ancien, céramique, impressa. Ensuite, on a un trou. Puis on va passer au 5e millénaire, où on a donc un autre type de site. Et ensuite, la fin du 5e, première moitié du 4e. Et puis après, je dirais, fin 4e, début 3e millénaire. Alors, ce qu'on regarde rapidement, en fonction de cette classification, c'est que première moitié du 6e millénaire, on a quelques obsidiennes. Alors, dans la première colonne, vous avez le nombre de sites connus. Dans la deuxième colonne, vous avez le nombre de sites qu'on a étudiés. Et dans la troisième colonne, vous avez le nombre d'outils qu'on retrouve sur ces sites et qu'on a analysés. Alors, ne sont pas comptabilisés les 4000 outils de Tretz, parce que ça aurait un peu trompé les chiffres. Donc, on voit que, première moitié du 6e millénaire, 3 sites connus avec de l'obsidienne. Donc, pratiquement, on peut dire que l'obsidienne, c'est un épiphénomène. C'est pas vraiment, on ne peut pas parler de diffusion et d'exploitation d'obsidienne. 5e millénaire, on a 11 sites avec 88 lamelles. Ensuite, on va passer sur 54 sites entre la fin du 5e, première moitié du 4e et 189 lamelles. Alors, c'est là que se situent les 4000 lamelles de Tretz. Et à la fin du 4e millénaire, début 3e millénaire, on retombe sur un nombre de sites ridicule, 4, avec 4 lamelles d'obsidienne. Donc voilà, on a une grosse période où l'obsidienne circule dans le sud de la France et qui correspond aussi à sa période de circulation en Catalogne, donc pour l'Espagne. C'est entre l'extrême fin du 5e millénaire et la première moitié du 4e millénaire. Avant, il y a un premier mouvement qui se met en place, et ensuite, pratiquement, elle disparaît. Alors, elle disparaît pour quelle raison? C'est l'apparition du métal, l'apparition du cuivre. Et pourquoi faire des pointes en roche si on a des pointes donc en cuivre? Donc, l'obsidienne, je dirais, perd son attrait au niveau objet. Donc, l'ensemble des études d'analyse, bon, dans la littérature, vous avez trouvé Crissy et Deboire, Thorpe, Hallam, et puis la dernière étude la plus récente, donc avec Binder et Wacker et donc notre labo, avec aussi le Briouat, donc en 2009. Voilà. Alors, première moitié du 6e millénaire, comme je vous dis, 3 sites, c'est pas grand-chose. Par contre, ce qu'on constate, c'est que toute l'obsidienne vient de Palmarola, pratiquement, avec un peu d'obsidienne, c'est-à-dire 22 lamelles de Palmarola, 2 lamelles de Sardaigne. Donc on peut dire que la quasi-totalité des lamelles retrouvées viennent de Palmarola. Alors Palmarola, c'est une petite île, 2 km de long, au large du golfe de Naples. Pratiquement jamais eu de population dessus. Il y a de l'obsidienne, puis il n'y a rien d'autre. Donc il faut aller la chercher et il faut la ramener. À cette époque, on peut penser que ce sont plutôt des populations qui voyagent avec l'obsidienne. On n'a pas de réseau d'échange.
et qui sont arrivés là avec ça un peu, on va dire, dans leur poche. Hein. Et voilà, c'est un peu le hasard. Ça montre des déplacements de population, mais ça ne montre pas de commerce ou quoi que ce soit. Par contre, quand on arrive au 5e millénaire, on a pratiquement plus d'obsidienne de Palmarola, et on voit qu'on a, sur les 11 sites, on a 80 outils en obsidienne qui viennent de Lipari, et puis on a encore un peu d'obsidienne de Sardaigne, tout petit peu de Palmarola, et puis des obsidiennes que certains auteurs n'ont pas pu différencier, mais qui sont probablement de Sardaigne. Donc on a essentiellement l'île de Lipari, au large de la Sicile, qui fournit de l'obsidienne, et là, c'est plus un épiphénomène, on a quand même un certain nombre de sites, et on voit que l'obsidienne pénètre relativement à l'intérieur des terres, certainement via le long des fleuves ou des vallées, même si les sites sont principalement des sites côtiers, avec un site comme Garibaldi qui a pas mal d'obsidienne, on a une centaine de lamelles pratiquement sur ce site-là. Ensuite, quand on passe au chasséen, donc, alors comme je dis, on ne prend pas en compte les 4000 obsidiennes de traite, c'est le gros point rouge que vous avez sur la carte qui fausse tout, mais là vous avez un nombre de sites conséquents. On retrouve l'obsidienne en Catalogne, près des mines de Gava, qui sont des mines de varicite. On les retrouve le long du couloir rhodanien. On les retrouve dans un certain nombre de sites à l'intérieur des terres. On les retrouve sur tout le Languedoc jusqu'à la région de Perpignan. Le site le plus au nord, c'est aux environs de Clermont-Ferrand. On a essentiellement de l'obsidienne de Sardaigne. Et alors, sur les 3 variétés principales qu'on trouve en Sardaigne, on voit qu'on a pratiquement que la variété qu'on appelle A, le groupe Sardaigne A, très peu de variétés B et C. Alors ça, c'est relativement intéressant d'un point de vue archéologique et historique. On reviendra juste un petit peu après. On va finir sur la fin 4e millénaire et début 3e millénaire. Donc là, on voit qu'on a, 4 outils analysés, 2 de Pantelleria, 2 de Sardaigne. Comme je dis, à cette époque, on ne parle plus de réseau d'échange d'obsidienne, plus de réseau de distribution. C'est anecdotique parce que bon, le métal a remplacé l'obsidienne. Si on revient par contre sur la Sardaigne, cette représentativité du groupe Sardaigne A est relativement intéressante. Si on compare, attendez, alors là on va passer directement là, on reviendra à l'autre après. Si on compare à ce qui se passe en Sardaigne et en Corse. Sardaigne, on est sur le lieu de source. Et qu'est-ce qu'on observe en Sardaigne? Eh bien, on observe pratiquement que la C, la B et la A sont exploitées, avec peut-être un peu plus de C, mais ça va dépendre des sites. Il y a des sites, on va trouver 30-30-30, il y a des sites, on va trouver un peu plus de C, bon, la B un peu moins à chaque fois. Ça va dépendre essentiellement de la position dans l'île. Si on regarde la Corse, on a quelque chose de très proche de la Sardaigne. Donc on doit avoir un réseau d'échange direct entre Corse et Sardaigne au niveau de l'obsidienne, parce que la répartition des sources en Corse est identique à celle qu'on a en Sardaigne. Par contre, dès qu'on passe en Italie du Nord ou dans le midi de la France, on voit qu'on n'a plus de source C ni de source B. On n'a plus qu'une variété d'obsidienne. On n'a pratiquement plus que de la A. Alors la A se taille mieux, a des qualités mécaniques différentes, plus pratique pour la taille à pression et correspondrait mieux à celle du silex. Est-ce que c'est une raison? Mais qui fait l'exportation? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça, on a du mal à comprendre. Il faut simplement espérer qu'on aura la chance prochainement d'avoir la même découverte qui a été faite dernièrement au large de Naples ou de la Sicile, où on a trouvé une épave du néolithique avec des blocs d'obsidienne. Ça serait intéressant de tomber justement sur de l'exportation de Sardaigne. Ce qui est intéressant par contre, c'est le site de Traite. Sur le site de Traite, sur les 4000 tessons, pratiquement la quasi-totalité c'est de la Sardaigne A. Quand on a fait l'analyse, on a analysé 2 autres tessons qui viennent de Sardaigne C, mais on les a choisis visuellement parce qu'on voyait qu'ils étaient différents. Donc les analyses représentent. Sur les 4000, on va dire qu'il y en a 3998 qui sont d'un type, et puis accidentellement 2 autres qui sont d'un autre type. Voilà. Donc si on reprend d'un point de vue chronologique, on voit qu'on a vraiment une évolution des provenances au fil du temps. Donc première moitié du 6e millénaire, présence, je dirais, anecdotique d'obsidienne sur quelques sites, probablement liés à des migrations de population ou à des gens qui se déplacent avec ces obsidiennes. Deuxième moitié du 6e millénaire, alors on n'a pas de site, on n'a rien, on ne sait pas trop ce qui se passe. Par contre, dès le 5e millénaire, on voit apparaître l'obsidienne de Lipari, qui va être remplacée, lors de la culture chasséenne, par l'obsidienne de Sardaigne. Et puis, à la fin du 4e millénaire, début 3e,
début de l'âge des métaux, ben, l'obsidienne disparaît, elle a perdu son intérêt, je dirais, d'un point de vue technologique. Voilà. Si on regarde maintenant ce qui se passe en Turquie et en Arménie, alors Turquie et Arménie, il faut prendre en compte non seulement, là on est plus sur un système d'îles isolées avec des sources donc bien localisées sur des îles, on a des volcans qui sont autour de lacs, qui sont donc dans des zones montagneuses, on a des plaines avec des axes de circulation préférentiels le long de fleuves et autres, et il va falloir prendre en compte tout un tas de phénomènes pour expliquer la circulation de l'obsidienne. Et à ce moment-là, ce ne sont plus seulement des circulations à longue distance. On peut étudier la circulation de l'obsidienne sur les sites proches des sources d'obsidienne et puis sur les sites un peu plus loin. Sachant qu'il faut prendre en compte dans ce cas-là les gisements secondaires le long des fleuves. En particulier, si on se place, alors je ne sais pas avec ma flèche si ça va aller, voilà, je ne sais pas si vous voyez la flèche ici, donc on va dire à hauteur de Shirakavan. On a donc la rivière Kars qui vient ici, qui rencontre la rivière Akurian. Et tout le long de la rivière Kars, on va trouver des blocs d'obsidienne qui viennent justement de la région de Kars, qui vont arriver donc pratiquement jusqu'au confluent de la région de Shirakavan, où il y a dans les terrasses fluviatiles des blocs d'obsidienne parfaitement taillables, plus gros que la taille du poing, donc des blocs qui font jusqu'à quelques kilos. Et probablement que les populations ont pu s'approvisionner directement sur ces terrasses alluviales sans aller chercher les obsidiennes qui sont à plus de 100 km de là dans les massifs montagneux. Donc, à prendre en compte. Alors, en Sardaigne, c'est vrai. En Sardaigne, le long en bas du Monte Arci, qui est la montagne de l'obsidienne, il y a des rivières où il y a des blocs. Les gens ne montaient pas forcément dans les coulées. Mais quand on est sur le littoral méditerranéen, il faut traverser la mer, donc je dirais. L'approvisionnement est quand même différent. Ici, il faut prendre en compte toutes ces sources secondaires, et puis il faut prendre en compte d'autres sources qui n'ont rien à voir avec l'obsidienne, et en particulier, si on se trouve maintenant au confluent de l'Arax, ici, et de la rivière Akurian, là, on a un autre site intéressant qui joue son rôle dans le commerce de l'obsidienne, qui est une mine de sel. Alors, quel rapport entre le sel et l'obsidienne ? Il n'y en a aucun, si ce n'est que ces populations avaient besoin de sel. Et cette mine de sel jouait certainement le lieu de centre d'échange. Elle est proche de certaines sources d'obsidienne. Et ces sources d'obsidienne, on va leur retrouver une diffusion extrêmement importante, sous forme de très petites quantités d'obsidienne à chaque fois. Mais on va les retrouver un peu partout. Pourquoi ? Parce que les gens avaient besoin de sel. Et quand ils allaient chercher du sel, probablement récupérer un peu d'obsidienne. Et donc cette obsidienne va se diffuser, non pas en tant qu'obsidienne, mais probablement parce qu'elle est proche de cette mine de sel. Voilà. Et là, donc, va intervenir d'autres critères. Donc, il y a le critère, comme on dit, d'analyse. Dire qu'une obsidienne vient de tel volcan, c'est bien. Par contre, quand on est sur des systèmes comme ça, il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire que le relief, l'accessibilité des sources. Est-ce que les sources primaires étaient accessibles à toutes les saisons ? Parce qu'à certains endroits, vous avez de la neige qui recouvre les sources d'obsidienne pendant une grande partie de l'hiver. Donc, on a affaire à des populations qui font de la transhumance, donc qui peut expliquer aussi la présence de certaines obsidiennes dans certains campements. Les gens, donc, au cours de l'été, amènent les animaux sur les hauts plateaux et ramènent l'obsidienne avec eux. Et on va considérer d'autres systèmes qui sont, on va s'intéresser aux distances entre les sources et les gisements, mais pas simplement les distances à vol d'oiseau, les distances en temps de marche, en fonction des vallées, des reliefs traversés et autres. Et donc, par exemple, si je prends le gisement d'Aratachen, on voit que 62% de l'obsidienne vient d'Arténie, qu'il y en a un petit peu qui vient du gisement de Hatis, qu'il y en a un petit peu qui vient de Gegam, et puis qu'il y a quelques objets qui viennent de Turquie. Beaucoup moins nombreux, de même qui viennent du Yagli-Kadag, qui est aussi en Turquie. Alors, ces provenances étranges, on peut les expliquer soit par des zones d'échange ou des points de rencontre, déjà à l'époque, comme les fameuses mines de sel, donc, qui se trouvent au confluent de l'Arax et de la rivière Akurian. Mais ce qui devient intéressant surtout, c'est d'étudier, par exemple, pour un site comme Arténie, les gisements, les sites archéologiques qu'on retrouve à Arténie par rapport aux distances de marche d'Arténie. Et on voit qu'ici, on a mis des cartes d'accessibilité. C'est des cartes qui sont construites en fonction donc, des temps de marche qu'il faut entre le site
et le gisement. Et on voit par exemple que la plupart des répartitions que l'on observe, avec des zones donc ici de 14 heures, au-delà de 3-4 jours par rapport à un site, pratiquement la distribution s'arrête. Bon, ici c'est le cas d'Arténie par exemple. Si on regarde les obsidiennes d'Atis, là on est vraiment sur une diffusion à courte distance d'Atis, on n'a pas de diffusion à longue distance. Si on regarde Gutansar, là encore, on va 14, 28, vous voyez, 30, bon, une quarantaine d'heures, on va dire 50 heures, on va guère au-delà. Guégam, une diffusion un peu plus importante. Alors, juste pour la petite histoire, Guégam, dernièrement, on vient d'en retrouver au Koweït. Donc on est un peu plus bas, on est descendu la Mésopotamie, on est arrivé en haut du golfe Persique, et puis le Koweït est juste là, donc on a une diffusion. Sefkar, qui a aussi une diffusion beaucoup plus importante, et là encore, on est sur des obsidiennes qui ont des très très bonnes qualités au niveau mécanique, et donc ont des diffusions plus importantes. Et puis Tchikiani, donc Tchikiani aussi connu sous le nom de Paravani, donc qui est un gisement géorgien, où là on retrouve encore des diffusions extrêmement importantes, liées certainement à une très bonne qualité de l'obsidienne. Donc on voit qu'on a deux types de sources, des sources à faible diffusion, très locales, et puis quelques sources qui vont avoir des diffusions à très grande distance, comme donc les sources de Tchikiani ou Guégam. Alors quand on parle d'échanges à très longue distance, on va maintenant passer sur l'Arabie et le Yémen. Et on va donc voir d'autres exemples, parce qu'ici on va se trouver au confluent, l'Arabie se trouve au confluent de différentes zones. On a d'une part les gisements du Yémen et de l'Éthiopie, et les gisements anatoliens. Donc, pour l'Arabie, qu'est-ce qui se passe? Comment diffusent ces différentes zones? Comment diffusent ces différents gisements? Donc, je vous ai présenté les gisements anatoliens. On va passer un petit peu aux gisements. Alors, bon, échange à longue distance, donc je vous ai dit le Koweït, où on a des exemples. Le Qatar, on a aussi d'autres exemples de diffusion à partir du nord. Le Yémen qui diffuse au centre de la péninsule arabique et le long de la côte, donc vers le royaume sabéen, et enfin tout le long du royaume sabéen et autres. Et les sources d'Éthiopie, dont on verra diffusion plus tard. Donc un système complexe entre le Yémen et les sources d'Afrique de l'Est. Et là, on voit aussi que la géographie joue un grand rôle. Par exemple, si on divise le Yémen en 3 grandes zones, la Tiama c'est la plaine côtière long de la mer Rouge, le domaine des hauts plateaux, donc la Tiama donc encadrée en vert, hein, le domaine des hauts plateaux qui est le carré noir, donc au centre, et puis la zone intermédiaire qui est cette zone, je dirais, de piémont, où on va aller donc de zone de relief entre la Tiama et les hauts plateaux. Voilà, donc la Tiama, plaine côtière de la mer Rouge, pas de ressources lithiques avérées. Bon, quelques petits blocs de cailloux à gauche à droite, mais pas de source d'obsidienne, pas vraiment de grands blocs. Les hauts plateaux yéménites, où là, énormément de volcans, énormément de sources d'obsidienne. Ici, on est sur l'atelier du site de Yafa. Alors, on a à la fois la coulée et l'atelier de taille sur le même site. Donc, on voit donc, les blocs d'obsidienne taillés. Et quand on observe la diffusion donc, de cette obsidienne, on voit que l'obsidienne des hauts plateaux reste principalement sur les hauts plateaux. Elle descend un petit peu dans le piémont, très peu, mais elle a surtout une diffusion donc, du côté de la péninsule arabique ou du côté donc, de Chabwa, Matafan. On reverra sur la carte tout à l'heure comment ça se situe. Et la Tiama, donc, qui est la plaine côtière, n'a pratiquement pas de relation avec les hauts plateaux, mais essentiellement des relations avec l'autre côté de la mer Rouge. Une grande partie d'obsidienne de la plaine de la Tiama vient d'Éthiopie ou d'Érythrée. Alors qu'en fait, l'obsidienne pratiquement des hauts plateaux, en distance à vol d'oiseau, serait presque plus proche et plus accessible, alors que c'est plutôt donc, une région, la Tiama est tournée vers la mer Rouge, avec un réseau d'échanges marins. Donc voilà, Tiama, culture maritime orientée vers l'Afrique, qui est de l'autre côté. Alors certaines îles se voient à vol d'oiseau, hein, et puis donc voilà. Donc deux systèmes d'échange totalement différents. Un système côtier, attendez, je ne sais pas si ça va marcher avec la souris. Si. Un système donc côtier ici, où on a essentiellement des échanges avec l'Éthiopie et l'Érythrée et l'Éthiopie.
les hauts plateaux qui diffusent plutôt vers l'est et très peu vers le nord. Et par contre, quand on va se retrouver dans le golfe Persique, l'obsidienne ne vient pas du Yémen, qui serait plus proche, mais vient essentiellement via la Mésopotamie et une circulation probablement côtière de la région de Turquie. Et on retrouve donc ces obsidiennes arméniennes et turques le long du golfe Persique. Et là, on est sur des échanges à plusieurs milliers de kilomètres, donc des sources principales. Voilà. Donc, si jamais un jour, alors en Belgique, je suis désolé, on ne trouve pas d'obsidienne. On est loin des sources. Moi, l'exemple le plus au nord qu'on a trouvé en France, qui était une belle blague faite par un archéologue, j'ai eu un jour un collègue qui est responsable du musée de Nantes à l'époque, qui m'amène un magnifique bloc d'obsidienne trouvé soi-disant d'un dolmen en Bretagne. Déjà une belle obsidienne verte, un peu trop neuve à mon goût, c'est-à-dire que, bon, même si l'obsidienne est un verre qui ne se corrode pas, qui a très peu de traces de corrosion, elle était vraiment très neuve. Et quand on a fait l'analyse, c'était très intéressant pour l'époque, surtout sur néolithique, parce qu'elle venait du Mexique. Donc, il y a toujours des blagues comme ça, des petits blocs d'obsidienne. Non, en gros, l'obsidienne de Méditerranée occidentale, les sites les plus au nord qu'on aurait seraient le nord du Massif central avec la région de Clermont-Ferrand, et c'est très anecdotique. Sinon, on observe une belle diffusion le long de la vallée du Rhône. Alors là, c'est pareil, et là, ce n'était pas une blague par contre. C'était un collègue qui avait un doute. Dans la région de Dijon, il avait sur un site un peu remanié, un bloc qui lui semblait bizarre, qui aurait pu être de l'obsidienne, parce que c'est vrai que c'est un bloc un peu vitreux, avec un aspect un peu érodé, assez corrodé quand même, un peu trop pour de l'obsidienne à mon goût. Mais en fait, c'était un laitier de fonderie. Donc c'est vrai que certains matériaux peuvent être confondus, mais là c'était un bloc, c'était pas un truc taillé, hein, c'était donc quelque chose d'assez informe. Voilà. Donc il y a très peu de chances de retrouver, je dirais, de l'obsidienne au nord de Lyon, Clermont, et on va essentiellement donc avoir une zone de diffusion plutôt au sud de la France. Par contre, on en retrouve en Catalogne, on a quelques rares exemples donc dans des tombes et dans des sites néolithiques en Catalogne. Voilà, donc en fonction des bassins que l'on va étudier, on a, je dirais, comme je dis, les bassins simples, Méditerranée occidentale, mer Égée, Europe centrale, où on a des sources très présentes et très exploitées. Et donc, il ne faut pas aller chercher très loin. Parfois, la plupart du temps, ça peut se résoudre. Alors, soit, je dirais, par un examen optique pour la Méditerranée occidentale, soit par des méthodes d'analyse relativement simples pour tout ce qui est Méditerranée occidentale, mer Égée, Europe centrale. Par contre, si on a des bassins complexes avec un nombre important de sources, qui sont en plus, je dirais, non pas localisées sur des îles comme pour la mer Égée, la Méditerranée occidentale, mais qui sont au sein d'un continent, il faut prendre des méthodes beaucoup plus complexes. Il faut prendre en compte l'ensemble des possibilités, c'est-à-dire que les sources primaires et les sources secondaires, et les sources secondaires ne sont pas négligées. Il faut prendre en compte tout ce qui est facteur d'échange et de rencontre entre les populations, et parfois donc des zones comme une zone de mine de sel peut être une zone privilégiée qui va expliquer certains échanges d'obsidienne qui n'ont pas de raison d'être autrement. Et là, il faut faire des analyses plus précises. Et dans chaque cas, ce qui est important, c'est surtout d'étudier des populations d'objets et des populations représentatives. Différents exemples là-dessus. Pour un certain nombre de pays comme la Syrie, le Liban, la Turquie et autres, on ne peut pas forcément exporter la totalité des outils d'obsidienne trouvés sur un site pour les étudier. Alors parfois, l'archéologue va privilégier les différences d'aspects. Et ce qu'il faut être donc sûr, c'est quand on fait l'intégration des résultats d'analyse, c'est ramener ça à la population d'origine. Et ce n'est pas parce que dans votre échantillon, vous avez une trentaine d'outils, vous avez 3 groupes de 10 outils chacun, que chaque groupe représente réellement 30% de l'approvisionnement. Certains exemples, par exemple, sur des sites syriens, montrent que l'on a 90% d'une belle obsidienne verte, mais quand on a les échantillons analysés, l'obsidienne verte représente à peine 10% parce que toute l'obsidienne est verte. Et puis par contre, les autres obsidiennes qui ne sont pas vertes, ça va être celles qu'on va exporter pour analyse, pour regarder les autres sources.
Donc vous allez vous retrouver avec une proportion au niveau de l'analyse inversée de la réalité. Donc toujours penser à ramener. Donc les analyses, ce n'est pas que des problèmes de laboratoire, c'est vraiment en concertation avec les archéologues, et ramener ça à la population réelle, et essayer d'avoir une identification de la population réelle par rapport aux analyses effectuées. Voilà. Alors, on va passer sur un domaine totalement différent maintenant. On va passer sur les perles en verre de l'âge du bronze final en France. Alors, pas seulement en France, légèrement en Belgique aussi, vu qu'on a travaillé sur les perles du site de Trou-de-Han, donc, qui est un gros site de l'âge du bronze. On a énormément de perles en verre retrouvées donc, en Belgique. Et pourquoi le bronze final? Parce que c'est un exemple qui est assez simple, où on a des typologies assez faciles à reconnaître, et on a un groupe de composition de verre très spécifique, donc, dont on va parler. Mais avant de parler de ça, qu'est-ce que le verre? Alors, le verre, d'où vient-il? Qu'est-ce que c'est comme matériau? Si justement on se place en Italie du Nord, on observe un certain nombre de compositions qui vont aller un certain nombre d'objets qui vont du bronze ancien au bronze final. Au bronze ancien, on a surtout des faïences. Ces faïences, donc, c'est un agglomérat de grains de quartz entouré d'une face vitreuse. Elle peut être colorée en surface ou colorée dans la masse. Et les objets que vous avez ici, donc, sur cette diapositive, avec une représentation schématique de leur structure, sont probablement tous originaires d'Italie du Nord, d'une région qu'on va situer globalement dans la Vénétie, et vont en gros du bronze ancien au bronze final. Et on voit une évolution de ces matériaux, alors une typologie qu'on pourrait attribuer, qu'on pourrait voir un peu identique. Chaque fois, on a une perle un peu cannelée ou une perle un peu avec un décor en spirale. Hein. Et on va partir donc d'une perle qui est vraiment une faïence, un agglomérat de grains de quartz avec une face vitrifiée autour et une surface colorée en bleu, à une faïence qu'on va appeler colorée. L'ensemble du verre est bleu, on n'a pas de distinction entre le verre de surface et le verre intérieur, à ce qu'on pourrait appeler une faïence vitreuse. C'est-à-dire qu'un matériau dans lequel il n'y a pratiquement plus d'air à l'intérieur, tous les grains de quartz sont parfaitement cimentés par une face vitreuse, et la face vitreuse tend à être prépondérante par rapport aux faces cristallines. Et puis on a carrément un verre où il n'y a plus de face cristalline, tout est parfaitement fondu, et on a un matériau qui est relativement homogène et qui est transparent. Donc la dernière petite perle, alors je ne sais pas pourquoi, ça c'est les problèmes Mac PC, elle a été coupée en deux, celle-là. Bon, elle était complète au départ. Donc on observe en Italie du Nord une sorte d'évolution au niveau de la structure du matériau qui est parallèle à une évolution de la composition. C'est-à-dire quand on regarde d'un point de vue composition, on a chaque fois de la silice avec un fondant mixte qu'on appelle sodo-potassique et qui va être à, on va dire, allez, en gros, pour simplifier, 50-50 soude potasse. Sauf que dans la faïence, on est plus près de 85%, voire plus de silice pour 10% de fondant, plus d'autres choses. Dans le verre, on est descendu entre 70 et 75% de silice pour à peu près 15 à 20% de fondant. Donc on a augmenté la quantité de fondant, probablement augmenté peut-être les qualités de chauffe, hein, les températures de fusion, et on va passer donc d'un matériau peu vitrifié, un matériau complètement vitrifié. Alors je ne dis pas que c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on observe en Italie du Nord. Sinon, le verre, comment est-ce qu'il se fabrique? Je dirais que le verre, il faut une source de silice, ça peut être un sable, ça peut être du quartz, ça peut être n'importe quel matériau siliceux. Hein. Le problème, la silice, ça fond à plus de 1700 degrés. À l'époque, ce n'est pas tellement jouable. Donc, pour abaisser le point de fusion de la silice, on va rajouter un fondant. Ce fondant, en général, c'est un sel. Alors, un sel alcalin, donc, qui peut être de la soude ou de la potasse, suivant donc, les régions et les matières premières qu'on a, voire un sel alcalinotéreux, donc plutôt à base de chaux. Et si on prend, par exemple, des cendres de plantes, on va avoir, si on est sur une zone littorale avec la salicorne, on va avoir plutôt des cendres sodiques. Si on prend des cendres de hêtre ou de fougère, on va plutôt avoir des cendres potassiques. Si on prend des cendres de chêne, on va plutôt avoir des cendres calciques. Donc en fonction de la nature de la cendre, déjà on va varier la composition du verre. En fonction de la nature du sable, si on a un sable très pur, si le sable de Fontainebleau c'est 99% de silice, et
donc on n'a pratiquement que de la silice. Si on prend un sable proche d'un gisement granitique, c'est un peu moins dégradé, donc on aura un peu plus d'aluminium, de potassium, de feldspath et autres. Si on prend un sable avec des coquillages, on va rajouter du calcaire, ainsi de suite. Donc on peut faire varier la composition du verre grâce à ces choses-là. Le verre, au départ, on ne va pas le faire. Enfin, au tout début, ce n'est pas fait pour faire un matériau transparent, c'est fait pour certains matériaux qui imitent les gemmes, qui imitent la pierre. Donc on va rajouter des colorants et des opacifiants pour modifier son aspect. Et ces colorants et opacifiants, en général, sont des sels métalliques, de l'étain, de l'antimoine, du plomb, du cuivre, du fer, du manganèse. En fait, une gamme de colorants extrêmement réduite. Simplement, avec le cuivre, on peut faire du jaune, du rouge, de l'orange, du noir, du bleu et du vert. Oui, avec un élément. Le manganèse, on peut faire du vert incolore ou du vert violet. Et puis le fer, on peut faire tout ce qui va du bleuté à l'ombré, au vert et à tout un tas d'autres couleurs. Quand on veut des opacifiants, par contre, on introduit, je vous ai un peu montré ça tout à l'heure sur la méthode, des cristaux dans la masse du verre, donc qui vont absorber la lumière et qui absorbent et réfléchissent la lumière et qui vont donc empêcher la lumière de traverser le verre, mais par contre qui vont donner un aspect jaune ou blanc. Les principaux verres opacifiés, c'est vrai, c'est jaune et blanc. Blanc, en général, chez nous, c'est de l'antimoine. Jaune, c'est aussi de l'antimoine, mais c'est ce qu'on appelle l'antimoniate de plomb. Si on change de bassin de production, qu'on passe sur l'océan Indien, l'antimoine est remplacé par l'étain. Les verres blancs sont des blancs à l'étain, et les verres jaunes sont des stanates de plomb, alors que dans le monde méditerranéen, on a l'antimoine qui est utilisé de façon préférentielle. Alors, la production du verre, on a deux types de production. On peut imaginer une production en atelier unique. On fabrique le verre et on fabrique les objets. C'est probablement ce qui se passe à Fratesina, donc en Italie du Nord, au Bronze final, où on a probablement un atelier unique, production de verre et production d'objets. Par contre, très tôt au Proche-Orient, on va avoir une production différenciée. On va avoir un atelier primaire où on fabrique du verre et un atelier secondaire où on travaille le verre, on fabrique les objets. En fait, ce sont deux métiers totalement différents, entre la fabrication du verre et la mise en forme de l'objet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, c'est que dès l'Antiquité, on a des fours de fusion du verre qui vont être capables de fabriquer 9 à 10 tonnes de verre en une fois. Ce verre est concassé en dalles, enfin en blocs, exporté en bateau. Et en Méditerranée, on va retrouver, on va passer à la diapo suivante. Ça, c'est les espèces chimiques, on va passer un petit peu dessus. Voilà. 14e siècle avant notre ère, l'épave de Uluburun, au large de la Turquie. Alors, Uluburun, c'est Castorama ou le roi Merlin, comme vous voulez. Il y a de tout dedans. Il y a des lingots de plomb, des objets en céramique. C'est vraiment imite l'épicerie de l'époque. Ça montre ce qui circule comme matériau. Ça vient un peu de partout. Pour le verre, c'est intéressant. Il y a une jarre entière de perles en verre. Il y a des petits objets en faïence, il y a plein de trucs, mais il y a une jarre de perles en verre. Et il y a surtout des blocs de verre brut, des lingots de verre, donc qui circulaient pour être transformés ailleurs pour fabriquer, je sais pas moi, des perles, des bracelets, enfin pas des bracelets pour l'époque, mais surtout de la perle ou des petits objets. Donc on a très tôt, dès le XIVe siècle avant notre ère, circulation du verre sous forme de produits finis et sous forme de matières premières. Donc matière brute, donc préfabriquée. Alors à l'époque, vous voyez, c'est pas 9 à 10 tonnes de verre, c'est des petits lingots qui font à peine 1 kilo de verre. Si on continue dans le temps et qu'on passe au IIIe siècle avant notre ère, au large d'Ajaccio, donc on a l'épave des Sanguinaires, et là c'est des centaines de kilos de verre bleu qu'on retrouve sur l'épave des Sanguinaires, et à la même époque, que ce soit Nage, l'oppidum d'Entremont, donc sur la côte méditerranéenne, on a des ateliers de verriers qui vont retravailler ce verre pour fabriquer de la perle et du bracelet. Ensuite, on aura l'épave des Ambiers, donc on est 2e, 3e siècle, ou alors dans cette épave, on a aussi, des tonnes de verre brut, mais on a aussi des produits finis, on a de la vaisselle, on a du verre à vitre, on a tout ça d'objets. Et on a une cargaison entièrement dévolue au verre. Donc, très tôt, chez nous, le verre en Méditerranée va circuler sous forme de produits finis et de matières brutes. Et dernièrement, c'est au Sri Lanka, on a première évidence de circulation du verre sous forme de lingots. On a une épave au sud du Sri Lanka, vers Tissamarana, où on a retrouvé, alors là, ce n'est pas du tout des lingots, des blocs de verre brut comme en Méditerranée occidentale, c'est vraiment c'est des sortes de creusets où on a fondu du verre et on a en fait des demi-bols
de verre. Il faut imaginer des bols à peu près de 40 cm de diamètre sur 20 cm d'eau, des demi-sphères. Et on a donc plusieurs paniers de verre comme ça, retrouvés dans l'épave, donc qui montrent que même dans l'océan Indien, très tôt, le verre circule sous forme de matière première, et donc on peut penser aussi à un système atelier primaire, atelier secondaire, avec fabrication de perles et autres objets donc dans les ateliers secondaires. Voilà, donc si je reviens juste un peu en arrière, voilà, donc en fonction des fondants utilisés, si vous avez un sel comme le natron des lacs égyptiens, c'est de la soude, c'est un carbonate de sodium. Si vous avez des cendres de plantes qui peuvent être sodiques, potassiques, calciques, donc on a toute une gamme de fondants qui vont expliquer la composition des verres. Ici, donc, vous avez différents fondants entre des soudes naturelles, des soudes végétales, des potasses et autres. Et si on regarde l'ensemble des compositions de verres, ici vous avez plusieurs milliers de verres qui correspondent à des verres antiques, médiévaux, protohistoriques, et on va, bon, pour aller en gros, on va du XVIe siècle avant notre ère, en gros, donc 1600, les premiers verres en Égypte et en Mésopotamie, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Les verres ne se répartissent pas n'importe comment sur ce diagramme-là, qui représente la soude, potasse, magnésie et chaux, donc les principaux fondants. On a un groupe 1 qu'on appelle des verres sodiques, avec plus ou moins calcosodiques, un groupe 2, groupe calco-alcalin. Alors le groupe 1, c'est le natron, c'est une soude d'origine minérale. Alors dans ce groupe, on retrouve à la fois les verres antiques de type romain, et puis tous les verres fabriqués à partir du 18e, 19e siècle avec les soudes industrielles, style Solvay et autres. Le groupe 2, groupe calco-alcalin, ce sont des verres sodiques à base de soude d'origine végétale, donc verre à la salicorne. Ici, vous allez avoir tous les verres protohistoriques de l'âge du bronze, mais tous les verres médiévaux fabriqués en Méditerranée à partir du 11e, 12e siècle. Groupe 3, groupe de verres pseudopotassiques, alors là, coup de bol. Pratiquement, on peut dire qu'ici, il n'y a que des verres fabriqués entre le 11e siècle avant notre ère et le 8e siècle avant notre ère, qui correspondent donc au bronze final, aux productions nord-italiennes. Et puis les groupes 4 et 5, les groupes calcopotassiques et calciques, calcopotassiques et potassiques, ce sont tous les verres médiévaux à base de cendres de forestières qui vont se développer en Europe à partir du 9e siècle de notre ère, donc pour remplacer un petit peu les verres sodiques qui n'arrivent plus du Proche-Orient. Voilà. Si on s'intéresse aux verres protohistoriques, on va voir que ces verres protohistoriques, on les retrouve dans 3 grands groupes, qui sont donc les verres pseudopotassiques, le groupe 3, bon, on a dit assez typique des productions plutôt nord-italiennes, quelques verres du groupe 2, qui sont des verres à soude végétale, et puis les verres du groupe 1, qui sont les verres au natron. Alors, chronologiquement, on a les verres les plus anciens sont les verres du groupe 2. Ce sont des verres qu'on va retrouver dès le XVIe siècle avant notre ère, entre la Mésopotamie et l'Égypte, qu'on va retrouver chez nous dès le XIVe, XVe siècle avant notre ère, sous forme de quelques perles éparses dans des dolmens, dans des différents sites, donc qui vont couvrir tout le bronze moyen chez nous. Ensuite, au bronze final, on va avoir les verres du groupe 3, et dès le début du premier millénaire avant notre ère, c'est-à-dire dès le 9e, 10e siècle avant notre ère, on va retrouver les verres au natron, chez nous, du groupe 1, qu'on va pratiquement trouver jusqu'au 9e, 10e siècle après notre ère, avec des compositions qui ont très peu varié, donc ce sont tous les verres proche-orientaux. Voilà. Alors, comment distinguer une perle de l'âge du bronze, fabriquée à partir d'un verre au salicorne, d'un verre médiéval, fabriqué à partir aussi de salicorne? Alors là, comme je dis, il y a le contexte du site, mais parfois on a des contextes qui sont suffisamment peu précis sur des vieilles fouilles, en particulier 18e, 19e, pour avoir du matériel mélangé. Et là, qu'est-ce qu'on observe? En fait, on observe un critère géographique, plutôt qu'un critère chronologique. Mais si, sur un même diagramme, je reporte tous les verres médiévaux, sodiques aux cendres de plantes, et tous les verres protohistoriques ou égyptiens, donc plutôt, je dirais, antérieurs au premier millénaire avant notre ère, on voit que tous les verres antérieurs au premier millénaire avant notre ère sont en bas du diagramme, et tous les verres médiévaux sont plutôt en haut. Ça représente quoi? Ça représente une variation de composition entre les soudes utilisées au Moyen-Âge et les soudes utilisées probablement à l'époque de l'âge du bronze, où on a un rapport potasse sur magnésie qui est différent dans ces soudes-là.
Les verres protohistoriques ont souvent plus de magnésium que de potassium. Les verres médiévaux ont souvent plus de potassium que de magnésium. Et c'est un critère qui marche bien. Par contre, si vous avez un objet qui est fabriqué au Proche-Orient au Moyen-Âge, ben, il va se retrouver du côté des verres protohistoriques. Donc, c'est pas forcément un critère qui marche dans l'absolu, mais d'un point de vue, je dirais, chez nous, globalement, toutes les perles protohistoriques, on va les retrouver plutôt d'un côté de la courbe par rapport à l'autre, ce qui a permis dernièrement d'identifier un nouveau groupe de verres, probablement fabriqué chez nous à l'âge du bronze, et un verre sodique à partir de cendres de plantes, au niveau des ateliers de Fratésina, parce qu'on a un verre qui va se trouver de l'autre côté de la courbe, et qui est associé uniquement à des productions Fratésina et pas à des productions proche-orientales. Ça, j'y reviendrai juste après. Donc, en gros, du XIVe siècle, XIVe siècle avant notre ère, jusqu'au Xe siècle avant notre ère, on a essentiellement chez nous des perles qui viennent du Proche-Orient, et c'est des perles telles que vous avez donc, sur ce diagramme-là, des perles relativement simples. Alors dernièrement, on a eu la chance de tomber en Corse sur un site où on a 24 perles identiques, et qui permettent de préciser un peu certaines choses, sur des perles qui sont totalement identiques d'un point de vue typologie, donc qui sont dans un ensemble clos. On s'aperçoit qu'il y a une variabilité de composition beaucoup plus importante que ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on avait fait, moi, j'avais eu tendance à faire des groupes dans le passé en fonction des teneurs en alumine, et sur une population homogène, je m'aperçois que j'ai une variation en alumine qui est de l'ordre de, la plupart du temps, si vous voulez, on a une perle d'un côté, une perle de l'autre. Donc on va essayer de grouper ça différemment. Et quand on tombe sur un même site, qu'on a pratiquement la variabilité sur l'ensemble des sites, on se dit que ces productions ne sont pas si homogènes que ça, et qu'on a certainement une grande variabilité de production, de composition des productions, pour un même atelier, je dirais, à ces époques-là. Voilà. Alors, l'ensemble de ces études va nous permettre d'établir une relation, je dirais, entre la typologie et la composition, et globalement, on peut dire que jusque vers 2000 avant notre ère, on n'a que de la faïence. Les premiers verres apparaissent probablement quelque part au cours du 3e millénaire et au début du 2e millénaire. On ne sait pas trop quand à l'heure actuelle. La seule chose qu'on constate, c'est que la fabrication du verre est vraiment, je dirais, quasi industrielle, parce qu'on retrouve des quantités colossales de perles dès le 16e siècle avant notre ère. Bon, Uluburu au 14e, donc on diffuse le verre brut, on diffuse les perles et autres. Donc, quelque part entre le 16e et le 14e, on a une pré-industrialisation de la fabrication du verre, et au 14e, on a vraiment le verre qui diffuse dans tout le bassin méditerranéen. Ce verre-là va quasiment s'arrêter aux environs du 1er millénaire avant notre ère, où chez nous, on va essentiellement retrouver les productions nord-italiennes, qui sont donc du groupe 3, les petites perles que vous voyez là. Groupe qui va s'arrêter très vite, et dès le début de l'âge du fer, on va retrouver à nouveau du verre proche-oriental avec des variétés de composition, de typologie des variétés de typologie, je veux dire, beaucoup plus importantes. Et là, on va s'intéresser essentiellement maintenant aux productions de l'âge du bronze, et on va essayer de voir un peu les répartitions. Donc, qu'est-ce que permet de faire l'analyse? Elle permet de répondre à des problèmes de datation ou de persistance d'objets. En particulier ici, on est sur si je prends les objets de Nordhaus. Alors Nordhaus, on est là-haut, pardon, il faut que je représente ça avec la flèche ici. On est sur 2 tumulus de l'âge du fer. Donc on est vraiment à l'âge du fer, on est 7e. Et on a dans ces tumulus 2 perles qui sont totalement, je dirais, pas anachroniques, mais qui n'ont rien à faire là, qui sont une perle qui est probablement une perle réemployée de l'âge du bronze et une perle du bronze final de Fratésina. Et c'est vrai que c'est 2 exemples qui sont hors date. À Schirheim, on a un tumulus relativement perturbé, on a donc des mélanges de couches et autres, et on a pu identifier 2 perles typologiquement assez proches. Par contre, une qui a une composition typiquement du bronze moyen, et une autre qui serait plutôt rattachée à un niveau Hallstatt, sachant que l'ensemble du mobilier, il y a à la fois du Hallstatt et du bronze moyen. Donc là, l'analyse peut permettre de rattacher une perle plutôt à un étage plutôt qu'à un autre, sachant qu'on peut très bien avoir aussi un réemploi d'une perle du bronze moyen au Hallstatt. Et autre cas, Egversheim, Marlenheim en bas, où on a pour la première fois pu mettre en évidence que la typologie n'est pas forcément
non plus n'indique pas forcément la composition. On a 2 perles en tonnellet, donc comme vous pouvez voir, avec un motif en spirale, une de composition typiquement proche-orientale et l'autre de composition typiquement nord-italienne. Donc des typologies identiques peuvent avoir été produites à des endroits différents. Voilà. Sinon, donc, si je reviens au verre pseudopotassique du bronze final, donc le groupe pseudopotassique, essentiellement donc, dans le groupe 3, comme on peut voir ici, rattaché aux ateliers nord-italiens de l'âge du bronze de Fratesina. Alors à Fratesina, c'est un endroit, bon, en Italie du Nord, dans la plaine de Vénétie, quelque part entre Padoue, Vérone et Venise. On a des sites où on a à la fois des creusets, des perles, on a vraiment tout ce qu'il faut pour fabriquer du verre. Alors ce sont des sites certainement avec énormément d'échanges, on a de la métallurgie, on a une quantité de matériel colossal, et sur ces sites-là, on a des évidences de commerce à longue distance, parce qu'on trouve aussi des coquilles d'œufs d'autruche, des choses comme ça. Donc c'est quand même un site relativement intéressant. Une communauté où beaucoup d'artisanat, on retrouve de l'ambre, on retrouve donc tout un tas de matériaux qui montent. Donc c'est une sorte de carrefour commercial, je dirais, avec des échanges aussi bien avec la Méditerranée orientale qu'avec l'Europe du Nord. Voilà. Alors, sur ces sites-là, on trouve aussi de la faïence. Donc, si je prends la région de la Vénétie, du bronze ancien au bronze moyen, on va essentiellement retrouver de la faïence, comme je vous ai dit, avec des perles à boutons, donc les 2 exemplaires sur votre gauche, et puis des perles cannelées ou des perles tubulaires. Toutes ces perles se caractérisent par une phase vitreuse essentiellement pseudopotassique, que l'on va retrouver plus tard au niveau des verres de l'âge du bronze. Alors, les perles en faïence en France, à cette époque-là, vous voyez, il y a 9 perles pour 8 sites. On ne peut pas parler de quantité d'objets très importante. Bon, c'est observé quelque part en Alsace, en Bretagne et dans le sud de la France. C'est plus lié au hasard des trouvailles. Peut-être qu'il y a eu beaucoup plus d'objets, mais bon, là, c'est les objets qui ont été retrouvés. Par contre, dès qu'on va passer au bronze final, on va retrouver en quantité relativement importante des petites perles annulaires en verre bleu, donc des perles qui font 4 à 5 mm de taille, assez typiques par leur fabrication. C'est du verre enroulé, on voit assez typique, on voit même le geste du verrier souvent en regardant ces perles, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a pris un morceau de verre fondu, qu'il a enroulé autour d'un support, et souvent, comme je dis, il reste la petite virgule où le verrier il a tiré son verre et le morceau un peu fondu du verre, on le retrouve souvent. Les perles sont parfois encore collées entre elles, on voit donc on a des ratés de production, et on a essentiellement 2 couleurs, du bleu clair et du bleu foncé, et très exceptionnellement des perles en verre rouge. Alors, bleu foncé, c'est lié à un colorant qu'on appelle le cobalt, et rouge et bleu, c'est lié au même colorant qui est le cuivre. Simplement qu'on a le cuivre en condition oxydante qui donne des verres bleus, et il suffit de prendre une perle bleue, de la mettre au contact de charbon de bois, elle va devenir rouge, parce que le cuivre va se réduire. Et ça, on l'observe, une partie de ces perles viennent de tombes avec des crémations, et la plupart du temps, dans les tombes à crémation, on retrouve des perles qui sont rougeâtres et non plus bleues. Simplement parce que le contact de la combustion au niveau du corps crée une atmosphère réductrice, et le cuivre va passer du bleu au rouge au niveau du verre. Voilà. Alors, les petites perles annulaires, là, vous voyez, ça change complètement des perles en faïence. On a 1683 perles. Alors attendez, ça veut dire il y a un site à 1059 perles. Il y a plein de sites avec 1 ou 2 perles. Et il y a quelques sites où on a entre 40 et 70 perles. Donc une diffusion qui est... Par contre, au niveau diffusion, on est capable de voir qu'on a vraiment un gros ensemble dans l'est de la France, le long de la vallée du Doubs et du Rhin. On a un autre ensemble qui remonte la vallée du Rhône et qui fait le Languedoc méditerranéen avec des beaux ensembles. 70, c'est un site, 27, c'est un site, 69 et 46, c'est aussi un site. Donc là où il y a des gros chiffres, c'est souvent un seul site, avec un gros ensemble de perles. Par contre, chose intéressante, on retrouve ces perles sur les cols alpins, et en particulier on les retrouve au niveau de l'Alpe d'Huez. Il y a un site donc à plus de 2000 mètres d'altitude où on va retrouver, c'est un col, un lieu de passage, et on retrouve ces perles en verre. Donc on est capable de voir un peu les zones
et les couloirs de diffusion de ces perles, qui correspondent à la fois à des couloirs fluviaux, le Rhin, le Doubs, le Rhône, mais aussi les cols alpins. Et puis on a le bassin parisien. Alors, une chose intéressante à regarder, ce qui se passe dans l'ouest de la France, on voit que ces perles-là, on n'en a qu'une en Bretagne, isolée. Bon, seule trouvaille à l'heure actuelle, mais on verra que c'est quand même intéressant par la suite. Si on parle maintenant des perles en tonnelets à filet spiralé, donc les Faubel-Perlen typiques donc des palaffites, du bronze final, ces perles qu'on retrouve un peu de partout, bon, essentiellement en Suisse. En Suisse, on en connaît des centaines d'exemplaires, bon, Fratesina aussi. Chez nous, elles sont réparties, on va voir, essentiellement dans l'est de la France. On a un exemplaire dans le sud-ouest, un exemplaire dans le Massif central, et en plus qui n'est pas en position, qui est dans un site de l'Athènes. Donc on discutait à midi du réemploi possible de ces perles, en particulier dans l'est de la France, à Blussangeau. Une de ces perles est dans une tombe mérovingienne. Donc réemploi par les mérovingiens, certainement qui sont tombés sur une tombe, et donc réemploi de matériel plus ancien. Et puis il y a 6 perles en rouge tout en haut, là, donc en Belgique, qui sont celles de Trou-de-Vent, donc de Hans-sur-Lesse pour la Belgique. 19 tonnelets en Suisse analysés par nous. Pour la Suisse, si on prend le site de Autriche-en-Prévert, je crois qu'on a près de 200 tonnelets, des choses comme ça. Donc là, par contre, une diffusion essentiellement le long de l'axe du Rhin et sur l'est de la France, donc qui correspond donc par la Suisse avec le Jura, les Alpes et autres. Les perles à nodosité, c'est-à-dire que c'est un type de perle différent où on a des nodosités simples, on a du verre bleu avec une sorte de petit granule blanc mis en surface, plus ou moins bien lissé. Donc ces perles, il y en a par contre beaucoup moins, on en connaît 4 exemplaires, 3 dans l'Est, 2 en Belgique, 1 en Bretagne. Bon, là on ne peut pas en tirer beaucoup d'informations sur la diffusion de ce type de matériel. Les perles à nodosité de sous-type 2, où on a des nodosités complexes, on a pareil, un petit mamelon blanc, mais avec une terminaison en verre bleu au-dessus. Là encore, on a une diffusion essentiellement dans l'est de la France, avec un exemplaire en Sur-Lesse. Donc on voit une zone de diffusion qui va suivre les fleuves et qui va remonter vers le nord à partir de l'Italie. Là où ça devient intéressant sont les perles à ocelles, par contre. Les perles à ocelles donc, sont des perles en verre bleu dans lesquelles on a dessiné une ocelle probablement creusée, hein, parce que quand on regarde le dessin, on a vraiment un sillon au niveau du verre bleu. Et là, une répartition totalement différente. On a, sur 9 perles, on en a quand même 5 en Bretagne, on en a très peu dans l'Est, on en a à Hans-sur-Lesse aussi, donc en Belgique, et on a une dans l'Ouest. Bizarrement, ces perles, on les retrouve aussi en Irlande. Alors, pas en grand nombre, mais en nombre quand même suffisamment important. Dernière production, les perles à ocelles sur noyau d'argile, où on a un verre sur une phase argileuse. Donc on a une perle en argile, recouverte d'une couche vitreuse décorée d'ocelles. Alors ce type de production est totalement inconnu en Italie. Par contre, la composition du verre est sans aucun doute possible nord-italienne. Et on les retrouve dans le Massif central, en Bretagne, alors pas en Bretagne n'importe où, sur l'île d'Ouessant. Et là encore, ces perles sont connues en Irlande. Donc on voit un autre axe de circulation, et on voit au niveau de ces perles, je dirais 2 zones de diffusion. Une zone de diffusion qui correspondrait plutôt à la zone qu'on appelle RSFO, donc Rhin, Suisse, France orientale, pour les tonnelets, les petites perles annulaires, et les perles à ocelles et les perles à noyau d'argile qui pourraient plus correspondre à une sorte de diffusion bronze atlantique. Donc, alors là, je ne sais pas, il faudrait voir avec les spécialistes, moi je dis, je suis chimiste, hein, je ne suis pas archéologue, s'il pourrait y avoir des questions de diffusion liées à plus des modes, des problèmes de civilisation, de contact. Pourtant, toutes ces perles sont fabriquées en Italie du Nord, mais on observe, en fonction des typologies, 2 zones de diffusion préférentielles. Voilà. Puis on a d'autres perles qui sont des perles annulaires, je dirais, de taille un peu plus importante, qu'on va appeler globulaires. Alors pourquoi? Parce que celles-là font entre 8 et 11 mm de diamètre, pratiquement 1 cm d'épaisseur, alors que les autres sont beaucoup plus petites, elles font 4 à 5 mm de diamètre, 2 mm d'épaisseur. Et
Bon, là encore, on a quelques exemplaires, mais qui sont plutôt côté bronze atlantique que côté donc, zone RSFO. Voilà. Alors, sous le temps, oui. Donc, 3 sites particuliers sur lesquels je vais parler avant de terminer. Donc, le site de Mathey, dans le Doubs, 1059 perles. Donc, oui, c'est un site qui détruit totalement toute idée statistique sur un seul endroit. En plus, un site parfaitement homogène. On a un dépôt, c'est une céramique dans laquelle il y a du bronze, de l'or et tout un tas de choses. Donc, vraiment un dépôt fermé, parfaitement homogène, sans intrusion possible. Donc, qui correspond à un dépôt unique. Donc, avec 4 compositions différentes. Sirens dans le Haut-Rhin, 68 perles annulaires, 2 compositions différentes. Toulgoulik dans les Côtes d'Armor, dont on va reparler tout de suite. Alors, Mathey, donc 1059 perles, on voit donc les diagrammes de distribution, diamètre moyen 3,5 mm, épaisseur moyenne pratiquement 1 mm, le poids en milligrammes des perles entre 20 et 30 mg. C'est-à-dire que 1000 perles, ça tient dans la main et ça fait à peine quelques grammes. Donc il ne faut pas s'imaginer des quantités colossales de matériaux, ça peut très bien être une arrivée unique de matériaux en une fois. Au milieu de ces perles, quelques grosses perles donc à ocelles. Bon, là sont des perles un peu plus grosses vu qu'elles font un peu plus d'1 gramme chacune. Donc je dirais des monstres par rapport aux petites perles annulaires. Si on regarde d'un point de vue composition, alors déjà d'un point de vue aspect, pour les avoir observé les 1000 à la binoculaire, je peux vous dire qu'elles ont des aspects très différents. On a un groupe de perles extrêmement corrodées qui est complètement dévitrifié, un groupe de perles, on croirait qu'elles sont neuves, qu'elles sortent de chez l'artisan, aucun signe de corrosion visible, et 2 autres types de perles avec des corrosions relativement différentes sous forme de cupules. Coup de bol, ça marche très bien avec la composition. Les perles complètement corrodées sont un verre potassique très pur. Tout le monde sait au niveau des verres que les verres potassiques sont solubles, ce qui explique leur dévitrification. Les perles très bien conservées sont les perles pseudopotassiques typiques de Fratésina, et c'est vrai que c'est un verre très résistant, qui est depuis l'âge du bronze, donc 3000 ans dans le sol, ces perles pratiquement elles n'ont pas souffert. Et les 2 autres types de perles sont des perles pseudopotassiques qu'on va dire magnésiennes, parce qu'elles ont beaucoup plus de magnésium que les productions normales de Fratésina, ce sont les carrés bleus sur l'image, et puis 2 perles sodiques, donc, qui sont donc les 2 petits points verts et qui correspondent donc au carré vert sur les photos là-haut. Alors, d'un point de vue composition, perles sodiques extrêmement bizarres quand même, dans un ensemble typique surtout que typologiquement rien n'est distinct d'un point de vue aspect, c'est les mêmes perles avec des fautes de virgule et autres. Et si on regarde d'un point de vue composition, donc pas ici, voilà, les perles de Mathey se retrouvent de l'autre côté de la courbe et correspondraient donc plutôt à des soudes occidentales qu'à des soudes orientales. Donc on peut penser que sur les ateliers de Fratésina, qui sont majoritairement à fondant pseudopotassique, on a quelques perles typiquement potassiques, donc qui seraient... En fait, l'idée, ça serait que le fondant utilisé par les verriers de Fratésina, c'est un mélange de plantes, mais un mélange qu'ils prennent aléatoirement parce que les plantes poussent au même endroit. Donc on fait la récolte, on brûle les plantes, on fait les cendres. Et que, occasionnellement, en fonction des lieux de récolte, il n'y a qu'un type de plante. Bon, souvent, on doit avoir que des plantes potassiques parce qu'on a un groupe de vers potassiques extrêmement développé qu'on trouve en Italie, qu'on trouve un peu de partout. Et beaucoup plus aléatoirement, on va avoir les plantes sodiques seules. Et donc, quand ils vont ramasser les plantes et faire leurs cendres, de temps en temps, ils peuvent avoir les plantes sodiques pures et non pas le mélange typique pseudopotassique. Ce mélange qui est pas fabriqué de façon intentionnelle, mais lié au hasard des récoltes. Donc voilà un petit peu ce que peut apporter les études de composition. Sinon, dernière perle intéressante, celle de Toulgoulik, sur laquelle j'ai été longtemps en désaccord avec mes collègues italiens, parce que je l'attribue à Fratésina. Ils me disent que ce n'est pas possible, qu'à Fratésina, on ne fait pas ce type de perle. Le vert bleu est typiquement fratésinien, le vert blanc est typiquement fratésinien. La typologie, c'est vrai qu'elle est inconnue à Fratésina. Et le vert rouge, c'est un vert rouge aux oxydes de fer, et pas un vert rouge au cuivre. Or, à Fratésina, on n'a que des verts rouges au cuivre et non pas à l'oxyde de fer. Par contre, dernièrement, en relisant la publication de Raftery Anderson sur le site irlandais de Radgal,
Je me suis aperçu qu'ils avaient une perle qui m'avait à l'époque passé, je n'avais pas fait attention. Ils avaient une perle exactement identique d'après la description à celle de Toulgoulik, c'est-à-dire qu'une perle avec un motif d'œil, un centre rouge, un cercle et une bande équatoriale. Et Anderson donne des concentrations en fer extrêmement élevées pour le verre rouge. Donc probablement qu'on a là encore un phénomène de diffusion d'objets qu'on va plus retrouver dans la zone bronze atlantique que dans la zone RSFO. Donc est-ce qu'on peut penser que les ateliers de Fratésina fabriquaient aussi des perles plus pour l'export et qu'on ne va pas retrouver dans leur zone à eux? Je n'en sais rien. Ça reste des hypothèses. Pour l'instant, on raisonne sur 2 exemplaires, un en Irlande, sur un site typique de l'âge du bronze, un en Bretagne, sur un autre site de l'âge du bronze, et 2 exemplaires qu'on a nulle part ailleurs. Donc vous voyez, c'est pour l'instant, je dirais, un manque de statistiques, et donc espérer à l'avenir que les fouilles de sauvetage type INRAP et autres nous ramèneront plus de matériel de ce type-là pour essayer de cerner un peu mieux leur diffusion. Donc voilà la conclusion de l'état de la documentation à la fin de l'année 2012. Pour la France, on a, je dirais, un peu plus de 1700 objets, sachant que 1684 sont des perles annulaires, 50 des perles en tonnelet, et puis les autres, des épiphénomènes. On a 9 perles en faïence, 9 perles à ocelle, 4 perles à nodosité. Vous voyez, donc on raisonne quand même sur très peu d'objets. Par contre, tous attribuables aux ateliers de production nord-italiens. Voilà. Bon, vu l'heure qui passe, on n'aura pas le temps de passer sur Bernard Perrault. Les productions, le diaporama restera là. Je ne sais pas comment il... Mais je pense qu'on s'arrête là, non? J'ai bien peur que oui, parce qu'il y a un autre cours. Voilà. Donc il y a une partie sur la verrerie moderne avec Bernard Perrault, mais non.